Sud Radio fait son tour de France, la 15e étape dans ce 16 juillet et étape de rêve aujourd'hui dans les Alpes entre Annemasse-Morzine, les Portes du Soleil et entre les Jets et Saint-Gervais-Mont-Blanc, le Betex. C'était hier, Annemasse, les Portes du Soleil. Après, c'était pas mal. Ben oui, mais on est encore dans le passé, c'est ça. Parce qu'hier, on a vibré sur Sud Radio et on va continuer de vibrer aujourd'hui entre les Jets, les Portes du Soleil et Saint-Gervais-Mont-Blanc en même temps. Et il y a combien de mots pour chaque village départ là? Ça commence à être beaucoup là. Les Jets, les Portes du Soleil, Saint-Gervais-Mont-Blanc, le Betex. Merci beaucoup. Comment ça va, Quentin Cabanis? Qui se moque de moi avant même de dire bonjour à l'antenne, et ça c'est beau. Mais on est comme ça. Ça c'est l'esprit Sud Radio. On est à l'affût, toujours prêt à te mettre un petit taquet. Et donc quand ça commence comme ça, moi je suis toujours ravi. Donc ça va t'as l'air, écoute. Oui. Écoute, ton bonheur me remplit de joie. Comment vas-tu, Rémi Dos Santos? Ça va très bien, et toi? Très bien, écoute, tout à l'heure j'avais Rui Costa en tête, j'ai pensé à toi. J'ai vibré. Et puis Rui Costa a pensé à toi aussi. Et il a dit pourquoi pourquoi faire? Et ça s'est un peu moins bien passé pour Rui Costa. Ensuite on fera le point sur la course dans un instant. C'est rocambolesque aujourd'hui. Salut Adrien Abadi. Salut Alex, comment ça va? Très bien, écoute, très bien. On est bien sur Sud Radio jusqu'à 19h avec notre consultant, l'ancien maillot jaune du Tour de France, illustre coureur, Vincent Barthaud. Salut Vincent. Salut à tous. Alexandre. Et voilà, et on se moque de moi. Et encore une fois, merci beaucoup Vincent. Comment ça? Bon, moi je me dirige vers Pascal Chanteur, un peu de sérieux. Comment ça va Pascal? Bonjour à toutes et tous, ça va très bien. Écoutez, je suis dans la descente du col de l'Aravis, du col des Aravis. Il fait très beau, il y a beaucoup de monde. Encore une journée merveilleuse de vélo. Merci beaucoup. Heureusement, tu apportes là du sérieux dans cette émission, de l'expertise. Et un meilleur réseau qu'hier. Et un meilleur réseau qu'hier aussi. Effectivement, là pour l'instant c'est absolument parfait, on t'entend parfaitement. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce début d'étape Rémi Dos Santos. Il y a eu un moment 35 coureurs en tête. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. On a procédé à quelques séparations. Il y a eu des chutes. Il y a eu un David Gaudu aussi en difficulté. Ouais, il y en a un petit peu partout sur la route du Tour. En effet, il y a eu une première tentative d'attaque qui a été l'œuvre d'Alexei Lutsenko et Julien Alaphilippe. Derrière, il y a un groupe de 35 quasiment coureurs qui a suivi, avec notamment Thibaut Pinot, Mikel Landa, Wout van Aert, Marc Soler. Là, c'est disséminé en 5-6 groupes à peu près, avec aux avant-postes un quatuor Van Aert, Soler, Pouls, Chris Neylands. Et puis derrière, comme tu le disais, le peloton maillot jaune est fortement réduit, contrôlé par la Jumbo-Visma bien évidemment, et fortement réduit avec un David Gaudu en difficulté, sachant que les Jumbo ont connu un petit peu le bitume en début d'étape. Sepkus a touché le bras d'un spectateur en début d'étape et est tombé. Nathan Van Hooydonck également, et Nathan Van Hooydonck d'ailleurs a été particulièrement touché. Il est remonté sur un vélo, l'américain également, mais on ne saurait pas trop dans quel état sont les deux coéquipiers de Jonas Vingegaard. Oui, encore une fois, une étape très difficile. Il me semble que Sepkus a été touché par une spectatrice ou un spectateur tout à l'heure. C'est ça, on lui a touché le bras et du coup il est tombé. Ouais, encore une fois, des petits soucis sur ce point-là, Pascal. Pour revenir un tout petit peu, et on le reviendra plus longuement dans quelques minutes sur ce qui s'est passé hier. C'est encore un petit souci avec les spectateurs. Il y a eu une énorme chute de Chris Neylands. Désolé de te couper Alex. Chris Neylands qui a chuté dans la descente, qui est en train de se relever, mais qui a pris un contre le parapet. Exactement. Il aurait pu passer par-dessus. Comme Philippe Gilbert il y a quelques années. Alors c'était pas dans ce col-là, mais dans une image mythique à l'époque. Le parapet Gilbert. Attention Philippe, le parapet. Chris Neylands, c'est la même chose. Il n'est pas tombé de l'autre côté, mais il a pris une belle gamelle, le laiton. Et cette descente, Pascal Chanteur, elle a l'air dangereuse. Est-ce que les coureurs prennent trop de risques là, ou elle est vraiment dangereuse? Non, elle n'est pas plus dangereuse que ça. Bon, elle est rapide, mais je pense que le véritable problème, c'est que Van Aert fait une descente à fond, et les autres tentent par tous les moyens de le suivre. Et ils prennent énormément de risques et ils vont à la faute. Et ça, ça fait partie du vélo, c'est malheureux. J'espère qu'il n'a pas trop de mal, mais les descentes font partie des courses de vélo. Moi, je vois sur les images qu'il va quand même à peu près bien. Il est en train de se relever, donc voilà.
Ouais, ça a l'air d'aller. Et je le disais, donc un petit souci avec un spectateur ou une spectatrice ce matin auprès de Sepkus. Hier soir aussi, on y reviendra plus longuement dans quelques instants. Beaucoup de monde. Voilà, le public. S'il y a un message à faire passer auprès du public, Pascal Chanteur, quel serait-il de la part du président de l'Union nationale des cyclistes professionnels? Ben c'est avant tout de respecter les coureurs. C'est de faire attention. La route, c'est leur terrain de jeu, c'est leur terrain de sport. C'est là où ils s'expriment. Et nous, on se doit de rester sur les trottoirs, sur les bas-côtés, sans empiéter sur cette chaussée. Elle est des fois pas très large. Mais il faut aussi reconnaître que notre public est quand même, dans l'ensemble, des gens respectueux. Bon, il y a de temps en temps des récalcitrants. Il y a des gens qui, des fois, sont un peu alcoolisés et qui se rendent plus compte exactement des gestes qu'ils peuvent faire. Et que ça peut avoir énormément de dégâts. Donc faites tous attention, prenez soin des coureurs. Voilà, le message est important à faire passer et on reviendra dans quelques instants sur ce qui s'est passé hier en haut de Jouplane, dans la folie de Jouplane. Mais d'abord un point sur les informations. Rémi Dos Santos avec du tennis, j'imagine, aujourd'hui au programme. Ouais, et à l'instant, le deuxième set de la finale de Wimbledon remporté par Carlos Alcaraz au tie-break face à Novak Djokovic qui a remporté la première manche 6-1, donc un set partout. Premier tie-break perdu à Wimbledon cette année pour Djokovic. Oui, et puis je crois qu'il avait gagné les 15 ou 16 derniers consécutifs. Donc voilà, c'est une grosse performance que vient de signer Carlos Alcaraz, qui a même sauvé une balle de 7 dans ce jeu décisif. Donc voilà, 6-1, 6-7, match complètement lancé entre les deux premiers mondiaux en jeu, évidemment la place de numéro 1 mondial d'ailleurs demain pour le vainqueur. Hier chez les dames, c'est Marketa Vondrousova qui a remporté la finale dame en l'emportant en 2 manches contre Ons Jabeur. La Tunisienne s'était déjà inclinée en finale à Londres l'an passé. Ça fait 3 défaites en 3 finales de Grand Chelem en un an pour la Tunisienne. En football, Xavi Simons va revenir au Paris Saint-Germain. Le Néerlandais qui avait rejoint le PSV Eindhoven la saison dernière va bien revenir. Il avait une clause de rachat de 6 millions d'euros, mais en cas de non-départ de Neymar et Mbappé, il sera prêté au RB Leipzig pour la saison 2023-2024. Et puis Dusan Vlahovic, attaquant serbe de la Juventus, pourrait également rejoindre le champion de France. Mais pour le moment, Paris joue la montre avec l'attaquant de la Juve. Autre transfert d'envergure, celui d'André Onana, le gardien camerounais de l'Inter, finaliste de la dernière Ligue des Champions, devrait s'envoler pour la Première Ligue et Manchester United pour un transfert avoisinant les 50 millions d'euros. Et puis un mot de basket. Wow. Les Bleuets ont été sacrés champions du monde de rugby il y a 2 jours. Et bien leur alter ego du basket pour eux devenir champion d'Europe. Les Bleuets ont battu l'équipe de Grèce hier, pays hôte de la compétition, 98-51 en demi-finale. Ils affrontent Israël ce dimanche pour donc un nouveau titre peut-être dans l'escarcelle des sports collectifs français. Merci beaucoup Rémi Dos Santos et évidemment la route du Tour qui continue. Revenons un petit peu sur ce qui s'est passé hier en haut de Jouplane. On vous rappelle hier que Carlos Rodriguez s'est imposé, que Jonas Vingegaard est resté en jaune. Il a même repris une petite seconde à Tadej Pogačar. Qu'est-ce qui s'est passé en haut de Jouplane? Une attaque à un moment de Tadej Pogačar pour justement basculer en tête, prendre la bonification. 2 motos face à lui. Resserré par le public et le manque de barrières sur cette bonification en haut de Jouplane, et forcément ça a posé problème puisque les 2 motos occupaient la largeur de la route. Tadej Pogačar a dû arrêter son effort hier. Pascal Chanteur, il y a eu une sanction contre les 2 pilotes, une sanction mesurée, j'ai l'impression. Et un message global sans incriminer gravement les fautifs entre guillemets. Le message est passé, j'ai l'impression, Pascal. Oui, bien sûr, le message est passé. Il est vrai qu'ils ont commis une faute importante parce que ça a faussé le bon déroulement de l'épreuve. Ça a ralenti les attaquants, que ça soit Pogačar, en l'occurrence c'était lui, et Vingegaard. Donc ce genre de choses ne doit pas avoir lieu et le corps arbitral a fait le nécessaire et les a sanctionnés par une journée hors course et 500 francs suisses d'amende. Après, encore une fois... le manque de barrière. Alors, le manque de barrière, ils mettent pas de barrière. Je ne sais pas si vous avez vu, maintenant ils mettent de plus en plus de cordes et c'est bien mieux que les barrières parce que le public a tendance à pousser les barrières, voire même de temps en temps à les faire tomber. Donc aujourd'hui... les piquets avec de la corde pendante et avec les forces de l'ordre qui font bien attention à ce que le public ne passe pas au dehors des cordes, c'est bien meilleur, c'est bien mieux et c'est bien plus sécurisant. Mais
la situation des deux motos était juste en amont du placement de ces cordes. Donc les cordes ne sont pas, ou les barrières ne sont pas les fautives. On ne peut pas non plus mettre des barrières ni du cordage sur toute la montée d'un col. C'est aux motos, c'est aux motards de prendre leurs précautions, de faire attention aux distances, des distances à prendre pour que les coureurs ne soient pas mis en difficulté. Et là, ils ont manqué d'appréhension, ils ont manqué de timing, et ça leur a coûté la sanction qu'ils ont eue. Et d'ailleurs, ils se sont. Il y a d'ailleurs un des photographes qui travaillait pour les droits internationaux de photos qui s'est exprimé auprès de l'équipe avec beaucoup de clarté et avec grand professionnalisme. Vincent Barthaud, t'as un avis sur ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce que t'en retiens maintenant un peu à froid? Non, Pascal, il l'a bien expliqué, mais il y a forcément une erreur des deux motos, mais aussi de l'organisation qui doit les évacuer bien avant, puisqu'il y a un sprint bonification, on est à 4, 5 ou 500 mètres du sommet, donc on doit leur demander de partir. Voilà, je sais pas pourquoi ils étaient à cette place-là au même moment, mais ça devrait pas lieu d'être. On peut dire que c'est inadmissible quand même. On est dans le Tour de France. Effectivement, est-ce qu'il aurait fallu enlever les bonifs hier? Non, rétrospectivement, est-ce qu'ensuite il aurait fallu les supprimer? Non, je pense pas. Non, je pense pas, parce qu'après, vous avez vu les déclarations de Pogacar, il a pas non plus crié sur les toits. Voilà, oui, la moto. Non, il a été très classe. Voilà, et puis son manager a été parlé un petit peu différemment. Il a dit qu'ils avaient, voilà, enfin, tout le monde n'a pas essayé d'en faire une montagne. C'est ce qui a peut-être apaisé justement la sanction, mais je sais que sur le coup, Prudhomme était vraiment furieux dans sa bagnole. Il a crié haut et fort qu'il fallait qu'il dégage tout de suite, et voilà. Mais ça n'a pas lieu d'être. C'est pas forcément catastrophique, mais voilà, c'est un fait de course qui est quand même embêtant pour la suite. Ouais, un petit peu embêtant effectivement ce fait de course. Un avis, Rémi, sur ce qui s'est passé hier soir? Oui, je suis globalement d'accord avec Pascal et Vincent. Je pense que malheureusement, c'est pas la première fois que ça arrive. Ce sera malheureusement pas la dernière. C'est quelque chose qu'on voit sur beaucoup de courses de vélo, hein, mais évidemment, c'est le Tour de France, c'est la plus grosse, donc ça fait un peu plus parler, mais ça arrive assez régulièrement. On voit ça aussi souvent sur le Giro, malheureusement. Voilà, ça tend à on essaye d'aller vers le zéro erreur, que ce soit au niveau de l'organisation et tout, mais après il y a des moments où tu peux être un peu dépassé par le public, par ce qui est en train de se passer, par l'action, etc. Voilà, ça arrive. On se souvient du par la folie. Et la folie, oui. Et par la folie des spectateurs. Hier, incroyable scène. Benoît Cosnefroy qui était sur ses terres. Voilà, il avait des supporters qui l'attendaient en haut de Jouplane. A priori, le rendez-vous était pris. Hein. Et alors, c'était même plus. C'était du délire complet, décadence totale. L'image est extraordinaire. On a Benoît Cosnefroy. Alors, on est à 40 minutes derrière le vainqueur Carlos Rodriguez. Et Benoît Cosnefroy qui arrive, qui déchausse de son vélo, qui fait cul sec. On ne sait pas de quoi, a priori, je sais pas de quoi. Et ça part en vrille complet. Écoutez justement ce moment complètement fou. C'est magnifique, c'est ça le vélo, c'est ça le Tour de France, image extraordinaire. Ça m'est arrivé une année, moi, ça m'est arrivé une année. Ah oui. Et ouais, on passait vraiment très près de chez moi. On faisait l'étape Avranches, Mont-Saint-Michel, Avranches, Rouen, plus de 300 km. Donc en Normandie, on est d'accord, le Mont-Saint-Michel c'est en Normandie. Exactement. Et il y en a qui disent que c'est en Bretagne. Le mec qui lance des doigts derrière. Mais c'était une étape de Normand, ouais. Et on passait à 5-6 km de la maison et j'avais beaucoup de monde qui m'attendait. Et forcément, au bout d'un moment, il y a eu Laurent Fignon qui a abandonné. C'était quand même mon leader d'équipe
Il a abandonné au Mont-Saint-Michel et moi je savais qu'une foule m'attendait au passage en Normandie et je savais pas s'il fallait que je m'arrête ou quoi et c'était très compliqué et en fait je me suis quand même vite arrêté. J'ai bu aussi vite fait une petite coupe de champagne, mais ça n'a pas été bien vu. Ça n'a pas été bien vu pas par forcément le reste de l'équipe, parce qu'on n'était plus très nombreux, mais par la presse en fait. Ouais, je sais pas, parce que mon leader venait d'abandonner, mais moi j'y étais pour rien. Hein. Et c'est vrai que Cosnefroy, quand même hier, on est quand même dans le Tour. Moi je trouve ça bien, il n'y a pas de souci. Mais s'arrêter, boire un coup sec, danser, repartir, ouais, ça peut être limite quand même par rapport à l'employeur. Ça peut être limite. C'est vrai que... Oui, Pascal. Pascal ? Non, je voulais juste rajouter une petite chose tout à l'heure par rapport à ce qui s'était passé hier en haut de Jouplane. Il faut bien se rendre compte quand même que il faut pas non plus jeter l'opprobre sur la faute qu'a pu commettre les deux motos. Sur le Tour de France, il y a 4000 km à parcourir. Qu'il y ait des fautes de fait, ça peut arriver. Il y a que les gens qui ne font rien, qui ne font jamais d'erreur. Et en l'occurrence, que ça soit les suiveurs, vous savez, il faut beaucoup de concentration, il faut beaucoup de choses. Hier, moi, ce que je tenais à dire, c'est qu'il n'y a pas eu d'accidenté. Ils n'ont pas fait chuter un coureur, ce qui aurait été autre chose, un autre problème. Et hier, en somme, c'est quelque chose qui peut arriver. Et il faut la sanctionner parce que ça le mérite. Mais voilà, il ne faut pas en faire non plus une affaire d'État parce que ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Oui. Non, mais souviens-toi, Pascal, dans l'ascension du Mont Ventoux, c'est ça qu'il y a eu avec Froome. Avec Froome. Bah, c'était encore un peu pire. Bon, c'était serré. Froome qui court dans le Mont Ventoux. Oh là là. Ah là, c'est encore autre chose. Il avait oublié son vélo là. C'est bien pire. C'était une scène. Bon, c'était complètement fou. On est à 27 km de l'arrivée et toujours, 3 hommes en tête. Wout Poels, Wout van Aert et Marc Soler. Des poursuivants. Ils sont beaucoup. Le peloton à 6 minutes. À tout de suite sur Sud Radio. Avec toute l'équipe Sud Radio, avec Quentin Cabanis, Adrien Badi, Rémi Dos Santos, Pascal Chanteur, Vincent Barthaud. On est à 25 km de l'arrivée. Rémi, avec un point sur la course. On a toujours des hommes en tête, beaucoup de poursuivants et un peloton qui est entre la Jumbo et Ineos. Ouais, on a du mal à se décider. On a du mal à se décider, mais on laisse filer définitivement. Hein. On ne jouera pas la victoire dans le peloton. Trio de tête donc, Wout van Aert, Wout Poels et Marc Soler qui ont plus d'1 minute d'avance sur un gros groupe de poursuivants avec notamment Guillaume Martin, Thibaut Pinot, Warren Barguil, Dylan Teuns ou encore Rigoberto Urán et Mikel Landa. On a quelques hommes intercalés, à commencer par Chris Hamilton, Alexei Lutsenko ou Rui Costa. Et puis à 7 minutes 05, on a ce peloton maillot jaune avec bien évidemment les leaders Vingegaard, Pogačar, Hindley, Carlos Rodriguez vainqueur hier, 3e du général. Et en effet, entre la Jumbo et Ineos, on est en train de peut-être discuter pour savoir qui va prendre le lead. J'avoue que je sais pas trop, mais en tout cas c'est sûr, ça va se jouer à l'avant au niveau de la victoire d'étape et puis on va s'expliquer entre leaders pour le général. Est-ce qu'on va vraiment s'expliquer entre leaders pour le général? Pascal Chanteur, tu voulais t'exprimer? Le dernier col, bon, moi je pense que les trois de tête vont se jouer la victoire parce que j'ai vu passer le groupe de contre-attaquants, donc les 15 coureurs derrière, et tout le monde est bien marqué. Hein. La course a été dure tout au long de la journée. Vous avez les 3 premiers kilomètres qui sont très difficiles. Après, vous avez 1,5 km de descente. Et après, vous avez 7 km de montée. Parce que sur le pourcentage, vous avez des kilomètres à 3%. Donc, ça reste une montée qui reste relativement correcte hein, pour des coureurs comme ceux de tête. Voilà. Oui, et effectivement, ça pourrait se jouer devant. Dans un instant, sur Sud Radio, on fera l'oreillette. Tiens, sur notre antenne, allez, à tout de suite. Vous êtes sur Sud Radio, c'est le Tour de France, la 15e étape en ce 16 juillet. Dernière étape avant la journée de repos qui aura lieu demain. On restera dans les Alpes, hein, d'ailleurs, puisque on continuera de vibrer sur les monts alpestres. Mais d'abord, on a cette arrivée, 20 km encore à parcourir. On rappelle une tête de la course composée de
Wout van Aert, Marc Soler et Wout Poels avec des poursuivants à 1 minute 05. Ensuite le peloton était 7 minutes 17, un petit peu derrière, même bien derrière ce groupe de poursuivants et cette tête de la course. On va essayer de déterminer, et on a eu constamment tort. Même hier, on a encore eu tort, puisque personne n'avait donné Carlos Rodriguez évidemment. On va essayer de déterminer qui va remporter cette étape. C'est l'oreillette. Sud Radio fait son tour de France. Dans l'oreillette. Ici Clarence, à vous, terminé. Itinéraire, je te capte plus là. Roger. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Allô. Félicitations, 9 bons pronostics sur 11 dimanche dernier. L'oreillette. Alors, dans l'oreillette, on va commencer toujours par notre illustre Vincent Barthaud. Vincent, dans ton oreillette, on te dit qui va s'imposer aujourd'hui, Vincent? Est-ce qu'on peut faire un appel à un ami? Si tu veux. Ah, ça y est, j'ai fait. Encore Folto, une fois la bonne frite, bonne patate. Wout van Aert, oui. Wout van Aert va s'imposer aujourd'hui pour toi? Ouais, je pense, oui. Oui, parce que voilà, c'est dur, mais c'est pas si difficile que ça pour lui. Donc je pense que va falloir qu'il se méfie de. C'est dur, mais pas pour lui. Wout Poels, mais je pense que Wout van Aert, il va gagner, ouais. Il le mériterait, d'ailleurs. On rappelle, on va attaquer Côte des Ambrans et puis ensuite la montée vers Saint-Gervais-Mont-Blanc. On aurait pu presque rassembler ces deux côtes pour en faire un hors catégorie, tellement ce sera long et difficile. Rémi Dos Santos, Wout van Aert aussi pour toi, ou tu mets une petite carte ailleurs? Non, je mets un Wout, mais l'autre, je mets Wout Poels. Par contre, je tiens à dire que hier, j'avais pas le bon numéro, j'avais la bonne nationalité, mais pas le bon homme. J'avais le bon scénario. Ah j'avais oui. dit que Bilbao profiterait du marquage entre Vingegaard et Pogačar pour faire la descente et gagner. C'est ce qui s'est passé, mais c'était Carlos Rodriguez. Donc vous voyez que mon oreillette, elle est bancale, mais elle sent la course. C'est la mauvaise foi qui est bien présente. Elle sent mieux la course que les groupes FDJ. Oui, on peut le dire. Non, Wout Poels, parce que il fait beaucoup moins de travail que Van Aert, déjà depuis le début de la journée, mais surtout depuis le début du tour. Et idem avec Marc Soler, qui en plus est en train de se faire lâcher depuis quelques secondes dans la descente. Donc voilà, moi je veux plus Wout Poels parce que meilleur grimpeur que Van Aert et moins au charbon depuis 2 semaines. C'est vrai, ça. Pascal Chanteur, dans ton oreillette, on dit quoi? Moi, écoutez, je vais mettre Wout van Aert. Wout van Aert, pourquoi? Parce qu'ils ont 1 minute 10 d'avance. Derrière, s'ils veulent pouvoir jouer, il va falloir qu'ils prennent dès le pied du col, ce que j'envisage pas, parce que tout le monde est un peu râpé en cette fin d'étape et cette dernière semaine de Tour de France. Et puis, quand je le regarde pédaler, c'est juste magnifique à regarder. Je veux dire, ce mec, c'est ce qu'on aime le plus dans le vélo. Il y a de la force, il y a du style. C'est dommage qu'ils choisissent Jumbo, parce que la tactique, c'est pas leur grand fort. Mais comme l'a dit Vincent, il mériterait. Franchement, il mériterait, parce qu'avec tout le travail qu'il abat pour cette équipe et pour son leader, il mériterait de gagner l'étape. Pascal Chanteur donc qui met aussi une pièce sur Wout van Aert, tout comme Vincent Barthaud. Wout Poels pour Rémi Dos Santos. Quentin Cabanis, ton oreillette. Je vais suivre ces messieurs avec Wout van Aert et peut même pourquoi pas partir tout seul dès la dernière petite descente après la côte des Amants. Adrien Badi, t'as un autre nom à nous proposer? Moi je vous préviens, je vais prendre des risques. Adrien, c'est Thibaut Pinot. Non, moi je vais pas être très original non plus. Je vais suivre tout le monde avec Wout van Aert, non seulement parce que je l'aime bien, et parce que je trouve qu'il mérite aussi. Et ben moi je vais mettre une pièce. Alors là c'est une grosse piécette quand même. C'est pas Solaire du coup. Moi je vois un Lidl Trek et j'hésite entre Schielmose et Ciccone, mais je vais mettre une pièce sur Giulio Ciccone. Je vois Giulio Ciccone capable, très bon grimpeur, capable de monter fort dès le début des Ambrans et ensuite basculer et rattraper Wout van Aert pour battre Van Aert sur la dernière rampe
le doubler avant le sprint, parce que de toute façon, si tu as au sprint avec Wout van Aert, t'as perdu. Donc voilà. Donc moi je mets une pièce. Alors franchement, allez, je prends des risques sur Giulio Ciccone. Voilà. Rémi Dos Santos, je t'ai vu faire la grimace. Je te sens pas. Non mais c'est bien. Ça s'entend pas derrière, c'est ça le problème. J'aimerais que derrière ça puisse revenir, parce qu'il y a beaucoup de Français. C'est vrai que ça s'entend pas du tout et ils perdent seconde après seconde, donc je suis un petit peu, mais j'apprécie la prise de risque en tout cas. Merci beaucoup. Il a raison de mettre une piécette parce que c'est pas de l'argent sonnant et trébuchant. Bah non, c'est vrai. Je mets jamais d'argent dans le sport déjà. Il faut que ça reste du sport pour moi. Mais oui. Alors après, j'avoue que j'aurais pas mis un grand copec sur Giulio Ciccone. Mais bon, voilà, pour le plaisir. Puis je trouve que la Lidl Trek, j'aime bien cette équipe. Voilà, j'aime bien ce qu'a fait Skelmose. C'est un joli maillot. Voilà, ils ont un maillot plutôt sympa. Voilà. Décidément, Lidl sont les meilleurs stylistes quand même de la mode internationale. C'est quand même incroyable. En tout cas, on les félicite pour ça. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va attaquer la côte dans 2 km. À tout de suite. Sud Radio fait son tour de France. On va attaquer bientôt les Ambrans. C'est dans quelques instants sur notre antenne pour bien l'arrivée de cette 15e étape. L'emballage final avec 3 hommes pour l'instant en tête. 2 hommes en tête maintenant. Ils sont de Wout Poels et Wout van Aert. Un néerlandais et un belge. Et derrière Marc Soler qui n'a pas tenu dans la descente. Des poursuivants à 1 minute et 22 secondes, dont Thibaut Pinot, Guillaume Martin, Warren Barguil, Simon Guglielmi, Mathieu Burgodeau, Mathias Kelmos de Giulio Ciccone et le peloton à 7 minutes, Rémi Dos Santos. Oui, et Guillaume Martin qui dans ce groupe d'ailleurs dans la descente a tiré tout droit dans un virage, heureusement sans gravité pour le leader de l'équipe Cofidis qui est reparti et qui est toujours dans ce groupe. Mais voilà, il y a eu une petite frayeur pour Guillaume Martin, mais c'est reparti sans problème. Maintenant, le groupe des poursuivants est à 1 minute 30, encore une fois. Le peloton à 7,30 des 2 hommes de tête, des 2 Wout qui sont en train de se relayer. Marc Soler est à 5 secondes. Ça va être très très dur pour l'Espagnol de rentrer. Surtout qu'il y a encore une petite descente entre les 2 massifs. Donc ça pourrait ne pas jouer pour lui. Avant de vivre pleinement cette arrivée, Wout Poels, oui, Pascal Chanteur. Non, juste une petite chose avant le pied du col. Là, on peut voir quand même que Van Aert a mis dans le dur Wout Poels. Il faisait quand même méchamment la grimace. Et là, ils sont au pied du col. Ouais, alors que c'est du monde. le monde. qui est le plus dur. Ouais. Le pied et l'arrivée, la fin aussi est très dure, mais le pied est terrible. Et effectivement, là, le monde qu'il y a, c'est impressionnant. Marc Soler arrive à rentrer finalement. Voilà. Et Marc Soler fois le pif. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est sûr qu'on aura 2 batailles pour les arrivées aujourd'hui, à la fois pour gagner l'étape et à la fois pour le classement général? Non, Vincent Barthaud, tu dis? Bah ouais, moi je pense qu'on Wout Poels est en train d'attaquer. Attaque de Wout Poels, messieurs. Attaque de Wout Poels qui a laissé, qui a pris déjà 15-20 mètres d'avance sur Wout van Aert. Le Belge de la Jumbo qui est resté sur sa selle, il n'a pas répondu. Je pense qu'il va essayer au train d'aller chercher le néerlandais de la Bahrain Victorious. Et Marc Soler n'a pas encore tout à fait la jonction non plus avec Van Aert. Donc voilà, Wout Poels seul en tête pour le moment. Il a démarré d'un coup, le grimpeur de la Bahrain. Ouais, impressionnant, gros démarrage. Je reste confiant. Il faut quand même noter qu'entre les 2 garçons, il y a exactement 12 kilos d'écart quand même. C'est pas rien sur un vélo. Ça fait quand même une grosse différence. 1,86, 66 kilos pour Wout Poels, et pour Wout van Aert 1,90, 79 kilos. Sur le vélo de Jumbo Visma. Vincent, tu disais que toi tu vois pas les leaders s'attaquer aujourd'hui. Il va y avoir quand même quelque chose, mais je pense pas qu'il y ait encore une chute au niveau du groupe du peloton derrière. Oui, avec Emmanuel Bourman notamment, le champion d'Allemagne. Oui, il va sûrement y avoir une petite explication, mais je pense qu'on est parti pour attendre et d'une la journée de repos de demain surtout, et puis le contre-la-montre mardi qui va être vraiment très important pour les 2 hommes. Ouais. Il n'a pas intérêt, Pogacar, là, d'attaquer justement dans les Ambrans pour vraiment mettre Vingegaard dans les cordes? Est-ce que c'est pas sa meilleure chance dans ce Tour de France au final, Vincent, Pascal, Rémi? Est-ce qu'il en a les moyens? Alors qu'on voit à l'image là, Wout van Aert qui calcule parfaitement son effort et qui revient sur Wout Poels.
Il n'y a rien de fait. Est-ce qu'il revient pas plutôt sur Marc Soler? C'est Solaire qui est en train de le distancer. Ouais. Ah bon, pardon, d'accord. Et on a les Bah, poursuivants qui entament justement cette montée avec Warren Barguil aux avant-postes aux côtés de Giulio Ciccone. Mikel Landa est présent également. Dans un second train, on a Thibaut Pinot et Guillaume Martin. Ouais, il est là, Giulio Ciccone, et l'accélération de Warren Barguil dans des pourcentages à 10%. Ça va être difficile de revenir sur la tête, mais pourquoi pas? On se souvient de Michael Woods au Puy-de-Dôme. C'est dur pour Van Aert. Il a été lâché par Marc Soler. Et selon le pointage, il y a un peu plus de 15 secondes, quasiment 20 secondes d'avance pour Wout Poels sur ses poursuivants. Oui, mais Rémi Dos c'est la Santos, partie la oui, plus, et Pascal la plus Chanteur. critique. C'est la partie la plus critique pour Van Aert, cette partie, le pied. C'est le plus raide. Donc, il faut attendre une fois qu'il va avoir passé la petite descente. Et seulement là, on verra comment il a aura lâché beaucoup quand même. Ouais, quand même, je crois que c'est quand même mal barré pour Wout van Aert. Je termine vite fait pour ce qui concerne Pogacar et puis Vingegaard. Je te posais la question, est-ce qu'il n'a pas intérêt à attaquer en bas s'il a les cannes, évidemment, dès le début des Zambrans pour mettre complètement Vingegaard dans les cornes? Exactement. Pour tenter quelque chose. S'il a les cannes, mais je suis pas sûr qu'il les ait encore aujourd'hui vraiment les cannes Pogacar. Je l'ai vu dans l'étape, je l'ai vu quelques fois et il faut savoir qu'il fait très chaud sur l'étape aussi encore aujourd'hui, plus de 30 degrés, et je suis pas sûr qu'il aime vraiment la chaleur, vraiment la chaleur, et il avait l'air d'avoir soif et tout. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment au top, mais on va voir, hein. Mais je pense qu'on attend tous plutôt demain la journée de repos, puis mardi la grande explication dans le contre-la-montre, même si c'est un contre-la-montre qui est court. Et mercredi, il y aura la Lose. Hein. Oui, il restera mardi, et puis samedi cette étape aussi, mardi, jeudi, hein, et puis samedi, je sais pas quoi, les deux étapes dures l'année dernière. Il y a Markstein, oui. Mercredi aussi. On regardera ça de plus près. Mais mercredi avant à la Lose. tout, voilà, ouais. Pas sûr. Rémi Dos Santos, Pascal Chanteur, est-ce que Pogacar n'a pas intérêt à mettre le feu dès le début des Zambrans aujourd'hui? Moi, je pense tout l'inverse. Je pense que ça va être la grosse bagarre pour plusieurs choses. Première chose, demain, il va y avoir journée de repos. Et cette journée de repos, elle va être fondamentale pour la suite du Tour de France. Et il va falloir l'appréhender avec tout le professionnalisme qu'il se doit. Parce que demain, la journée de repos est fondamentale pour le contre-la-montre du lendemain. Il va falloir faire des efforts demain, parce que le contre-la-montre, c'est quelque chose de violent. Et il ne va pas falloir trop s'endormir sous ses lauriers lors de cette journée de repos. Et là, je parle surtout des leaders du classement général. Mais aujourd'hui, avec la journée de repos de demain, ils ont tout intérêt à jeter leur force dans la bataille. Rémi Dos Santos, Alors après, pour clôturer sur ce point-là. Oui, tu voulais continuer, Pascal. Non, juste après, c'est Vingegaard ou Pogacar. Mais normalement, il va y avoir explication de texte. Dès les Zambrans ou plus tard ou dans la deuxième partie de la côte? Je pense dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie. Ton avis, Rémi? Je pense qu'il va y avoir bagarre, et je pense que ce sera dans la deuxième partie. Le but, encore une fois, il n'est pas forcément de gagner le tour sur cette étape, mais encore une fois de marquer les esprits avant la journée de repos. Donc je vois plus un Pogacar attaquer qu'un Vingegaard, sauf si le Danois se sent très fort et veut mettre vraiment la tête sous l'eau aux Slovènes. Je vois plus une attaque de Pogacar dans la deuxième partie, vers Saint-Gervais. Vers Saint-Gervais, c'est bien noté, c'est quand même incroyable. À l'instant, on a plus vu les poursuivants là sur les 4-5 dernières minutes sur le diffuseur France 2 que la tête de la course. On a à peine vu. Mais on a vu aussi Warren Barguil, effectivement, qui est plus en difficulté qu'à l'air. Un peu plus en difficulté désormais, Warren Barguil. On va surveiller ça. Qu'est-ce qu'on peut noter pour l'instant là dans la tête de la course, Rémi Dos Santos? Eh bien, Wout Poels, qui est donc leader de cette course, il est à un peu plus de 550 mètres du sommet de la côte des Zambrans. Il va enchaîner avec cette petite descente, puis la montée finale vers Saint-Gervais-Mont-Blanc. À une trentaine de secondes, il y a Marc Soler, et un peu plus loin, Wout van Aert. Le groupe Thibaut Pinot, Warren Barguil est pointé à peu près 1 minute 40, 1 minute 50 secondes. Les écarts sont pas trop sûrs là actuellement. Et puis le peloton maillot jaune, emmené désormais par les UAE, qui est à 7,30 et qui vient de démarrer la côte des Amarants. Donc on est parti pour l'explication finale aussi au niveau des leaders du classement général.
Et on a vu Van Barle sauter de ce peloton. Il n'y a plus que 4 Jumbo en comptant Jonas Vingegaard évidemment. Si j'ai bien compté, il me semble qu'il n'y en a plus que 4 avec Jonas Vingegaard et ça monte fort puisqu'on voit que le peloton commence à s'étirer. Le peloton qui attaque les Ambrans effectivement, et ça va commencer très intéressant justement. En tout cas la team UAE qui commence à visser. Alors on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio pour suivre en intégralité l'arrivée de cette étape, que ce soit pour la tête de la course ou pour le peloton. À tout de suite. C'est l'arrivée dans quelques instants de cette 15e étape du Tour de France. 7 km pour le leader de cette course aujourd'hui, c'est Wout Poels devant Wout van Aert et Marc Soler. Le peloton à 7 minutes maintenant avec un groupe de poursuivants qui vient de passer en haut de la côte des Ambrans. On a un double enchaînement, côte des Ambrans et montée vers Saint-Gervais-Mont-Blanc via le Betex. On est avec Rémi Dos Santos, Adrien Badi, Quentin Cabanis et nos consultants Pascal Chanteur, Vincent Barthaud. Wout Poels file vers une victoire pour l'instant. En tout cas, c'est ce qu'on a. On a cette impression là, Rémi Dos Santos. Et ça se passe très très bien pour Wout Poels qui monte à son rythme, qui monte assez vite. Alors on est dans des parties dans le début de cette montée qui sont pas très difficiles. On est le premier kilomètre, on n'est qu'à 2% de moyenne. Donc c'est un terrain qui est un peu plus propice à Van Aert, qui d'ailleurs a repris Marc Soler et a réduit l'écart de quelques secondes. Ça aussi entre 25, 26, 27 secondes entre le duo belgo-espagnol et le néerlandais en tête. Mais ensuite ça va quand même se cabrer, notamment sur le final, et du coup ça sera de nouveau à l'avantage soit de Soler évidemment, mais évidemment de Wout Poels qui conserve pour l'instant un peu plus de 20 secondes d'avance. Derrière, le groupe des poursuivants est à 2 minutes où il y a Thibaut Pinot, Mikel Landa, Guillaume Martin. Ça attaque un peu chacun son tour, mais c'est très difficile. Et puis derrière, c'est difficile aussi pour Tom Pidcock qui est en train de lâcher. Yates aussi qui est pas bien, qui est pas top. Et qui a été un peu lâché pendant un temps et qui a été obligé de faire un effort avec ses coéquipiers de la Jayco, notamment Chris Harper, pour revenir sur le groupe maillot jaune avant la côte des Amarants. Et là, mais du coup, forcément, il le paye actuellement puisque UAE imprime un gros rythme. Tadej Pogačar va certainement attaquer. Et on a vu un Bahreïn aussi un petit peu en difficulté il y a quelques instants. Bilbao, oui, il me semble. C'est Pello Bilbao, c'est ce que j'étais en train de me dire. Pello Bilbao qui était moins bien là, attention, ça pourrait être important pour le top 10. Il va se passer des choses, 6,3 km de l'arrivée. Est-ce que Pascal Chanteur croit toujours à un retour de Wout van Aert, Pascal? Oui, je suis confiant. Parce que c'est dernier kilomètre, c'est difficile. Alors, je suis d'accord avec son argument. C'est parce que c'est moins difficile. Je crois que j'ai des chiffres. Il me semble qu'il a dit c'est parce que là c'est moins difficile et c'est mieux pour Wout van Aert. Vincent Barthaud, toi aussi, t'avais dans ton oreillette Wout van Aert. Est-ce que tu le sens capable de revenir? Il est en train de trouver son rythme de croisière. L'écart a légèrement diminué, mais il n'augmente pas. Et de toute façon, Wout Poels, c'est quand même une côte très irrégulière, c'est particulier aujourd'hui. Exactement, oui, faut pouvoir trouver bien son rythme avec le développement, mais bon, Wout Poels, on le savait aussi, c'est un grand grimpeur. Maintenant, s'il coince pas, il devrait quand même conserver sa première place. Mais encore une fois, c'est pas fini, il reste 6 km, c'est long, et tout dépend comment on va aussi gérer Wout van Aert dans la montée. Van Aert qui a relâché Marc Soler. Marc Soler, il est vraiment pas bien. De croisière là. Il est en train de bien gérer son effort et attention. C'est certes il a des kilos de plus que. Oui, il a des kilos de plus que Wout Poels, mais c'est un cyclocrossman. Il a l'habitude de faire 1 heure à fond. Donc là, un effort de 10, 12 minutes, 15 minutes à bloc, il sait très bien de gérer par rapport à Wout Poels. Ouais, il va y avoir une bataille peut-être entre les deux. Il va peut-être aussi y avoir une bataille dans le peloton. En tout cas, ce peloton qui perd des membres de plus en plus. Rémi Dos Santos. Ouais, ça lâche les uns après les autres. Tom Pidcock qui se bat pour rester dedans. Il me semble qu'il a lâché quelques mètres de nouveau le Britannique, le champion olympique de VTT. Qui est en train de peut-être perdre sa place dans le top 10. On n'oublie pas que Guillaume Martin à l'avant, à 5 minutes d'avance. Il est à 15 mètres de retard sur ce peloton maillot jaune, ce groupe maillot jaune maintenant, puisqu'il y a à peu près une quinzaine de coureurs, qui est emmené par Félix Großschartner, le grimpeur autrichien de l'équipe UAE, le coéquipier de Tadej Pogačar. Dans sa roue, il y a Rafael Majka, et puis en troisième rideau, Tadej Pogačar, suivi comme son ombre par Jonas Vingegaard. C'est en train de faire un écrémage assez solide par l'arrière, et donc Tom Pidcock, c'est le premier grand nom vraiment à lâcher dans ce groupe. Mais attention à Simon Yates notamment, qui était en difficulté tout à l'heure.
Alors, Simon vous voyez, Yates. Vous voyez, regardez, on a fait le début de cette ascension où il y avait des pourcentages à 17%. Il n'y a pas eu d'attaque ni de l'un ni de l'autre. On est à 5 km, c'est encore loin de l'arrivée, mais s'il y a une attaque, elle va avoir lieu dans les 3 derniers kilomètres, c'est tout. C'est pour ça que c'est pas non plus de la grande bagarre. Ah, mais eux, ils sont à plus que 5 km encore. En plus. Oui, ils sont encore dans la première partie. Dans les Ambrans. Ils ont passé la barrière des 10 il n'y a pas longtemps. Donc. Ouais, ils sont dans les Ambrans. C'est ça, ils sont encore dans les Ambrans, effectivement, du côté de. Ils viennent de terminer, justement. Ils terminent juste à l'instant. Les Ambrans. Voilà. Un qui s'est bien refait, c'est Godu, parce qu'on l'a vu en difficulté tout à l'heure dans le col d'avant. Limite se faire lâcher, que là, il est dans le groupe. Il est dans le groupe maillot jaune, il a l'air de se refaire la cerise. Mais il n'est pas dans les dernières places, ça c'est jamais bon signe quand on est dans les 2-3 derniers d'un groupe qui roule fort. Et c'est vrai que David Gaudu est plutôt au milieu de ce groupe. Qui essaye de faire la jonction aussi. Et Pidcock qui profite justement de cette petite descente pour essayer de faire de boucher le trou. Mais hier c'était déjà arrivé, il s'était déjà fait lâcher comme ça le Britannique et il n'avait jamais réussi à rentrer. Il y a Félix Gall qui était en train de se relever, je crois qu'il appelle sa voiture pour essayer de se ravitailler un petit peu. Le problème c'est que le groupe devant ne l'attend pas. Ça c'est important aussi parce que Félix Gall c'est le leader AG2R Citroën. Pour ceux qui ne connaissent pas Wout Poels, voilà, 35 ans quand même le garçon, il va sur sa 36e année en octobre. Wout Poels ça a été un grand lieutenant de la Team Sky, l'époque Christopher Froome, ça a été aussi un grand vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. C'est tous enfin un anonyme, Rémi Dos Santos. C'est un coureur. Tom Pidcock vient de rentrer, messieurs dames. Voilà. Il est allé très très vite. Wout Poels c'est certainement un coureur qui aurait pu jouer sa carte sur un grand tour s'il n'avait pas été à la Sky. Il s'est mis, comme tu le disais, au service de ses leaders, que ce soit Geraint Thomas et évidemment Chris Froome dans les années Sky Ineos. Et c'est un coureur qui a profité aussi des quelques opportunités qu'il a eu pour gagner. 21 victoires dans sa carrière. Il a gagné sur le Dauphiné, il a gagné sur Paris-Nice, il a gagné sur le Tour de Pologne, il a gagné Liège-Bastogne-Liège bien évidemment. Donc c'est un coureur qui sait gagner mais qui n'a jamais gagné sur le Tour de France ni sur un grand tour d'ailleurs. Donc ce serait l'une des plus belles victoires de sa carrière. On peut pas dire la plus belle puisqu'il a quand même gagné un monument. Ouais, effectivement, et c'est vrai que ce serait quand même une victoire extraordinaire pour Wout Poels qui aurait maintenant, alors selon le chronomètre, 45 voire 50 secondes d'avance sur Wout van Aert. Vincent Barthaud, ça commence à être difficile. Est-ce qu'on peut croire le chrono là quand même, parce que ça a explosé, on est passé de 25 secondes à 50. Ouais, non, il gère bien Wout Poels. Vous disiez son palmarès, il a quand même fait 2 fois 6e au général de la Vuelta oui, c'est vrai. 2017 et 2020. Donc c'est un gars qui encaisse bien les 3 semaines et là on peut dire que quand même que c'est bien parti pour gagner puisqu'il va arriver à la minute d'avance sur Wout van Aert. Donc il a des qualités de grimpeur. Voilà. On hésitait entre lui et Wout van Aert. Bon, c'est qui a dit Wout chez nous? C'est Rémi. C'est Rémi, mais on le savait qu'il avait aussi des qualités de grimpeur. Et je pense que là, il a bien géré cette ascension. Il a attaqué au moment où il fallait. Et voilà, mais c'est vrai que c'est un bon coureur. Il n'y a pas de problème. A priori, c'est foutu pour Giulio Ciccone. A priori, ça. Oh, Jay Hindley lâché, Pello Bilbao lâché, Simon Yates lâché, Tom Pidcock lâché. On a un quatuor très solide qui est en train de lâcher prise. Jay Hindley qui a perdu sa 3e place hier pour 1 seconde par rapport à Carlos Rodriguez, vainqueur. Oh là, quel quatuor qui saute. Ah ouais. Et Gross Schartner s'est écarté, mais Rafał Majka a pris la suite. On parle d'un double vainqueur du maillot à pois qui a gagné des étapes sur le Tour de France, qui est en train d'emmener le groupe Pogacar, Vingegaard. C'est Adam Yates qui peut faire une belle opération aujourd'hui et de passer 4e. Exactement, il peut aller chercher la 4e place de l'Australien qui finalement n'est pas si bien que ça. Il a chuté hier dans l'étape un petit peu en début d'étape. On se disait que c'était pas si grave. Finalement, ça lui a coûté quand même près de 2 minutes après sur Carlos Rodriguez. Et aujourd'hui, il a pas l'air au mieux, l'Australien. Par contre, David Gaudu est toujours dans ce groupe avec Carlos Rodriguez, bien évidemment, et Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar. David Gaudu qui va beaucoup mieux. Il allait se faire lâcher dans l'ascension précédente on y revient l'année dernière. Il ne se fait pas assez confiance, David Gaudu. C'est ce que disait Marc Madiot l'année dernière dans le documentaire Netflix. Et Tej Benoît est là aussi. Pas confiance. Ah oui, il a été repris. Il était devant et il s'est fait reprendre. Dans le col des Aravis, il était à la limite. Vraiment, Géniès l'a attendu. Il allait se faire lâcher.
Et là, il tient, c'est surprenant, c'est bien. C'est très beau, effectivement. Est-ce que Tadej Pogačar, ils sont quoi, allez, à 5 km de l'arrivée? On rappelle, hein, la tête de la course est à 3,3, c'est pour Wout Poels. Derrière, il y a Wout van Aert et Marc Soler, et puis des poursuivants. Le peloton a 7 minutes de retard. Donc, on peut imaginer quoi, 2 km de retard à peu près, Rémi Dos Santos? Un peu moins. Il y avait quasiment 4, je crois. Ouais, je crois qu'il y a plus, on est plus sur 3,5 km d'écart, puisqu'ils ont passé le sommet de la côte des Amarants il y a à peine quelques centaines de mètres, quelques minutes. Oui, on vient de voir Mathieu Burgodeau qui a failli tomber dans un virage en montée, ça c'est pas banal. Ouais, je pense qu'on a plutôt 3,5 km d'écart entre la tête de course et le peloton qui est dans des pourcentages qui sont pas très élevés. Ils sont vraiment au début de cette montée vers Saint-Gervais, le Mont Blanc. Surprenant aussi le petit Burgodeau, hein. Il fait un bon deuxième semaine de Tour de France, hein. Il est vraiment toujours devant là. Il est surprenant aujourd'hui dans l'échappée, hein. Il est intéressant, il est bon. Puis il a des bonnes capacités de récupération. On l'a vu beaucoup à l'avant depuis le début de ce tour. Un peu à la manière d'un bon amour il y a 2 ans qui avait été élu super combatif, qui avait été je crois 6 fois dans un top 10 d'étape, le grimpeur, le puncher de l'équipe BNB. C'est vrai que Burgodeau fait un tour très, très offensif. Et Wout van Aert qui est parti pour faire encore deuxième. Il est parti pour faire encore deuxième, Wout van Aert. Oh, terrible. Ouais. Je disais Bonamour, il n'est pas sur le tour cette année. Il a signé chez AG2R la mondiale, mais ils l'ont pas sélectionné. C'est vrai que Franck Bonamour est un petit peu. Déjà, il y a eu l'histoire avec BNB. Il faut savoir qu'il était dans l'équipe BNB qui, malheureusement, à la dernière minute, la saison dernière, a coulé. Et du coup, les coureurs, certains n'ont pas retrouvé de contrat, d'autres les ont retrouvés un petit peu à la dernière minute. C'est dur pour David Gaudu. C'est très dur pour David Gaudu qui est en train de lâcher. Et a mis un gros rythme là. Raphaël Macaille dans ce groupe maillot jaune, Rémi Dos Santos. Et Adam Yates s'est placé en deuxième position. Ça veut dire que le dernier étage de la fusée va bientôt être lancé. Ils sont à 5 km de l'arrivée. Voilà le peloton maillot jaune, c'est-à-dire à 2,4 km de Wout Poels. C'est dur pour David Gaudu qui va évidemment ne pas se mettre dans le rouge pour suivre les 2 leaders, même les 3 leaders, puisque Carlos Rodriguez, 3e du général, on attaque le plus dur, hein. C'est parti, on attaque la partie la plus difficile de cette côte. Et Maïka qui se décale justement pour laisser la place à Adam Yates. Il y a donc 2 UAE et 2 Jumbo, puisque Vingegaard est là, Sepkus est là, même s'il y a un trou qui a emmené Jonas Vingegaard et Carlos Rodriguez qui essaie de faire le jump pour revenir sur le trio de juste devant lui. Par contre, pour Sepkus, c'est trop compliqué. Qui est un petit peu tombé, hein. Qui est complètement tombé aujourd'hui. Ouais, et peut-être qu'il se ressent de sa chute. Peut-être qu'aussi que le rythme est un petit peu compliqué pour l'Américain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vingegaard, il pourra plus compter sur des coéquipiers maintenant. C'est lui contre les UAE, contre Pogačar et contre Adam Yates qui est en train d'emmener. Je ne le sens pas, Vingegaard. Alors, je ne suis absolument pas spécialiste, mais on le sent jamais. Je trouve qu'il dodeline un petit peu, qui joue, alors je ne sais pas si c'est sa façon de pédaler, hein, mais je trouve un peu dodelinant sur son vélo. Je l'ai vu regarder plusieurs fois derrière, regarder des bidons aussi à plusieurs reprises. Il se met en danseuse pour suivre Pogačar. Il y a peut-être quelque chose à faire, hein, Rémi Dos Santos. Ouais, il bluffe, Martoni. Tu bluffes. Hier, on avait fait la remarque, hein, quand Pogačar attaque, il ne se lève jamais. Il est resté sur son vélo. Il a jamais levé le cul de sa chaise pour revenir. Il est revenu au train. S'il se met en danseuse, c'est jamais très bon signe, je pense. En tout cas, c'est l'impression qu'il a donnée depuis 2 ans qu'il est en train de jouer. Burgodeau qui vient de passer Solaire. Burgodeau qui est en train de faire une montée assez phénoménale. Alors ça va être dur de faire une Michael Woods. Van Aert, hein, il a plus d'une minute sur Van Aert, ça va pas être évident effectivement. 3 hommes dans ce groupe maillot jaune, Adam Yates, Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard, toujours un homme en tête. Wout Poels, 1,8 km de l'arrivée. Il est 4 km désormais pour le trio de leaders, hein. Comptez Adam Yates comme un des leaders maintenant. Carlos Rodriguez est lâché, il peut peut-être aller chercher le podium, hein. Le Britannique de UAE aux côtés de Pogačar et de Vingegaard, il est en train d'emmener un très gros rythme. Le Britannique, le temps qui est en train de s'élever là entre le trio et Carlos Rodriguez et tous les autres. Là, hein. C'est peut-être le podium, hein, qui est en train de se jouer, hein. Carlos Rodriguez lâché, il l'est aussi. Voilà, les 3.
Et puis Adam Yates, il s'est montré très très bon depuis le début de ce tour. C'est vrai qu'on disait qu'il n'aidait pas Pogačar. Et bien depuis 2 jours, c'est vrai qu'il se met à la planche pour aider le Slovène. Et pour l'instant, ça fait mal à tout le monde, sauf à Jonas Vingegaard. Mais évidemment, on s'attend à ce que Tadej Pogačar finisse par attaquer vers. Quand doit-il attaquer doit-il attaquer, Vincent Barthaud? Franchement, je sais pas. Là, il va essayer d'attaquer, à mon avis, aux 3 km, un truc comme ça, sûrement. Voilà. C'est bientôt alors. Ouais, il a quand même le souvenir hier Pascal que. Ouais, Pascal. Il a dit dès qu'il peut. Dès qu'il peut. C'est-à-dire que tant qu'Adam Yates il roule comme ça, il va laisser faire, mais dès qu'Adam Yates va baisser pavillon, Pogačar est obligé d'attaquer. Parce que ça va plus vite. Demande les fiches, oublie pas les fiches. N'oublie pas les fiches, Pascal. Adam Yates qui mène toujours ce groupe maillot jaune, Rémi Dos Santos, et on arrive aux 3 derniers kilomètres bientôt. D'ailleurs, il y a peut-être une opportunité à gérer, et Jonas Vingegaard qui est très sagement dans la roue de Tadej Pogačar. Il va pas prendre de risque, le Danois. Il n'a pas à attaquer, à moins qu'il se sente très fort, mais là il ne peut que défendre, parce que s'il attaque, Adam Yates va se mettre à la planche pour ramener Pogačar, et il risquerait de se faire contrer. Il lui faut attendre. Il est déjà à la planche. Adam Yates, il est déjà à la planche. Il met tout là. Il met tout. Je crois que Vingegaard, il est un peu sur la défensive. Il laisse faire Pogačar. Si jamais Pogačar coince dans son attaque, là, il va pouvoir contrer. Mais pour l'instant, il laisse faire, et puis on va voir. Il n'a pas attaqué de toute façon. Un peu comme Pogačar n'avait pas attaqué le lendemain de l'arrivée à la Reims. Moi, je le trouve pas bien, Vingegaard, les gars. Je le trouve pas bien. Je trouve qu'il laisse 2-3 mètres de temps en temps à Tadej Pogačar. Alors, je sais pas s'il y a une part de bluff, mais. Il y a de l'intox un petit peu aussi. De l'intox, pas pour spécialement Vingegaard. Il est en dernière position. Il n'a pas besoin de faire de l'intox, mais n'oubliez pas qu'il y a les directeurs sportifs dans les voitures, ils ont les télés, ils ont tout ce qu'il faut, donc l'intox est bien présente. C'est un duel depuis le premier jour de ce Tour de France. C'est un duel depuis le premier jour. À coup de seconde. Voilà, on vient de passer sur les 3 km. Mais ceci dit, Pogačar, il a peut-être encore en mémoire l'attaque d'hier, où ça lui est resté, il n'a pas pu le distancer. Donc là, peut-être il réfléchit à 2 fois, mais quand il fait rouler comme ça, Adam Yates, il est obligé d'attaquer. Pogačar qui s'est un tout petit peu relevé, qui s'est rassis, il a l'air d'hésiter. Il reste 700 mètres pour Wout Poels. Rémi Dos Santos qui va s'imposer aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a les regards posés sur Pogačar, Vingegaard et Adam Yates qui fait partie de ce groupe-là. Il est en train de se dire, mais quand est-ce qu'il attaque? Pour l'instant, c'est qu'Adam Yates, il est fort, il est très fort. Il est très fort. On n'a pas les écarts avec les autres coureurs du top 10. Mais il est en train de creuser des énormes écarts. Il est en train aussi de travailler pour aller chercher une place sur le podium à Paris, et c'est évidemment toujours important. Adam Yates qui emmène toujours Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard, ils sont dans les 3 derniers kilomètres. Il est en train de laisser un petit écart, Pogačar, par rapport aux Britanniques. Attention, c'est un petit peu décalé, j'ai cru qu'il allait en lancer une. Ça va pas tarder, je pense, parce que le Slovène il va pas aller avoir fait travailler toute son équipe pour ne pas attaquer. Il est en train de le laisser partir. Il est en train de laisser un petit écard entre. Il est peut-être en train de coincer aussi. Attention, c'est pas normal ça. C'est pas normal. On en a vu des leaders se faire lâcher par leur lieutenant. C'est pas normal. Là c'est parti. Il est parti, Adam Yates. Il a 15 mètres d'avance sur Pogačar, Vingegaard. Vingegaard n'a pas bougé. Qu'est-ce qui se passe? Poil. Il faut qu'il attaque Vingegaard là. Il faut absolument qu'il essaye d'y aller là. Vingegaard, c'est pas un coursier. Je suis désolé, je suis peut-être un peu violent dans ce que je dis, mais c'est pas un attaquant, c'est pas un pur attaquant en tout cas par rapport à Tadej Pogačar. D'accord, mais à un moment ou à un autre, il faut quand même que là il arrive à comprendre qu'il n'arrive pas à suivre son équipier Pogačar, donc faut que Vingegaard attaque. C'est la première fois, et Pascal aussi, on voit qu'un leader fait rouler un de ses équipiers, il se fait lâcher. Pendant ce temps, on parlait la victoire de Wout Poels. Voilà, on a enfin vu les bras levés de Wout Poels. Voilà, et puis c'est terminé. On est de retour sur Pogačar, Vingegaard, parce que c'est le plus important. Et attaque Vingegaard là. 22e victoire du Néerlandais en carrière. Qu'est-ce que fait? Mais parce que là, clairement, il lui dit à Vingegaard, vas-y. Mais faut qu'il attaque. C'est incroyable. J'ai l'impression que c'est ce que veut Pogačar aussi. C'est aussi peut-être une volonté du maillot blanc. Non, c'est pas une volonté. Non, soit l'autre, Pogačar, il est à bloc, il faut que Vingegaard attaque. De toute façon, si Vingegaard attaque,
si Pogacar veut absolument qu'il attaque. Et Carlos Rodriguez est de retour. Il se relève après Vingegaard, il n'y a pas de souci. Carlos Rodriguez est de retour dans ce groupe du coup parce qu'évidemment ça a patienté, ça s'est un petit peu marqué. Il a voulu attaquer, il a essayé d'attaquer le long de la balustrade. Pogacar l'a un peu gêné et j'ai l'impression que Vingegaard va en profiter. On voit plus rien, ça y est. Rodriguez a pris le lead dans ce groupe. Vingegaard a pris la roue de l'Espagnol d'Ineos. Il y a un tout petit écart entre Pogacar et Vingegaard, mais il y a un écart quand même. Attention, le Slovène il est peut-être pas au mieux et j'ai l'impression un petit peu de mal. On est à 2 km à la banderole des 2 km. J'ai l'impression qu'il a un petit peu de mal à suivre et Vingegaard se lève de son vélo, mais il se retourne. Il a peur. Il a peur. Jonas Vingegaard. Il a peur de Tadej Pogacar. C'est un maillot jaune qui a peur des autres. Ah, il ira pas. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y aille, ou alors il tentera à 500 mètres de l'arrivée pour histoire de dire, mais il pourrait avoir beaucoup de regrets. Marc Soler vient d'être repris par Adam Yates. Il est en train de rouler pour le Britannique. On essaye d'aller chercher la 3e place, même si Carlos Rodriguez a réussi à revenir sur Pogacar. Vingegaard, il va réussir à limiter les dégâts à l'Espagnol dans ce duel pour le podium. La 3e marche derrière le duo danois et slovène. Et pour l'instant, Vingegaard qui reste dans la roue de Rodriguez, qui ne fait que se retourner vers Pogacar, qui attend le meilleur moment pour attaquer, mais qui surtout a peur de l'attaque de Tadej Pogacar. Il est en défense, Vingegaard, et il n'attaquera pas. Pendant ce temps-là, à plus de 2 minutes de Wout Poels, Wout van Aert vient de passer la ligne en 2e position de cette étape. Je suis désolé, hein. Tadej Pogacar, il est dans la tête de Jonas Vingegaard, c'est hallucinant. Il est dans sa tête j'ai l'impression que Jonas Vingegaard est pétrifié à l'idée que Tadej Pogacar le surprenne. Et j'ai l'impression que moi personnellement, j'ai l'impression que Tadej Pogacar il s'amuse. Je sais pas s'il est vraiment moins bien. Hein. Moi j'ai plutôt l'impression qu'il s'amuse, qu'il est plutôt à lui mettre un petit peu le doute. En tout cas, c'est sûr que Vingegaard il doute. Si Vingegaard il attaque, je suis sûr qu'il lâche Pogacar. Vas-y. Allez, vas-y. Il veut pas, hein, il s'est levé, il a passé un petit peu. C'est fou ça. Il a fait un semblant d'attaque, on va dire. Il reste 1,4 km. Mais qu'il essaie au moins d'essayer de l'attaquer. S'il le largue, il se relève. Ouais, mais il a peur des contres de Tadej Pogacar. Mais quel contre tu parles? J'ai cru que le mot serait plus court. J'ai cru que le mot serait plus court. Et ça finit aussi derrière Mikel Landa, Thibaut Pinot, Mathieu Burgodeau. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'il allait pas avoir de la bagarre, il n'y en a pas. Attention, il reste 1 km et c'est le plus dur. C'est une course, ça a été une course à élimination en effet. Et on a vu une image, Adam Yates et Marc Soler qui ont une vingtaine de secondes d'avance seulement sur le trio Rodriguez, Pogacar, Vingegaard. Donc il va limiter vraiment les dégâts à l'Espagnol d'Ineos qui est en train de tracter le maillot jaune et le maillot blanc dans cette montée vers le Saint-Gervais Mont-Blanc. L'image est folle. Pendant que les deux sont en train de se regarder. On est pas sur le vélodrome de Roubaix là, faut qu'ils arrêtent. Ah, c'est de la poursuite là. Ah, c'est de la vraie poursuite individuelle, là, de la vitesse individuelle. Non, c'est de la vitesse individuelle surtout. Ouais. Oui, non mais. Pascal, comment que ça se fait qu'il attaque pas? Moi, je comprends plus trop le vélo là, ces derniers jours. Mais de toute façon, les Jumbo, ils ont la flamme rouge. Cartes, hein. La flamme rouge, voilà. Non mais il attaque, il attaque s'il dépose, s'il dépose pas, il se relève. Tu parles et voilà, et attaque de Pogacar du coup évidemment dans ce dernier kilomètre qui a réussi à faire un tout petit écart. Est-ce que Vingegaard va réussir à revenir dans la roue? Oui, il a réussi à recoller, il n'y a pas trop de soucis. Aucun problème pour le Danois. Est-ce qu'il va essayer? Pourquoi il contre pas? Est-ce qu'il va essayer? Il est assis sur son vélo alors que Pogacar est en danseuse. Carlos Rodriguez par contre il a explosé. Ah oui, il a pris un énorme éclat. Contre-le. Il ne veut pas contrer. Il reste dans la roue de Pogacar. On est revenu sur les deux autres UAE que sont Marc Soler et Adam Yates. Et voilà, il va finir avec les 3 UAE tranquillement. Et il n'aura pas du tout attaqué Jonas Vingegaard. Il va laisser faire. C'est fou. L'image est dingue. L'image est incroyable. Tranquille sous le soleil. La balade. La balade. Après, ça se trouve, Jonas Vingegaard n'était pas si bien, mais je le trouve quand même. Là, il a bien réagi. Il a plutôt très bien réagi. Moi, ça me fait penser à une chose, c'est qu'en voyant ces images, Vingegaard doit être sûr de lui pour le contre-la-montre de mardi. C'est pas autrement. Parce que vu sa manière de courir aujourd'hui, je ne vois que ça. Ils vont passer la ligne. Rémi Dos Santos, les deux.
Ils sont à 300 mètres, même pas de la ligne d'arrivée ici au Saint-Gervais-Mont-Blanc. Pogačar devant Vingegaard et il va en remettre une petite. Non, oui, s'il profite des derniers pourcentages pour peut-être essayer de provoquer une petite cassure dans des pourcentages un peu plus élevés. Tadej Pogačar, mais Vingegaard réagit parfaitement et va normalement réussir à rester dans la même seconde. Il s'est rassis Pogačar, il a laissé tomber Vingegaard qui va en lancer une du coup. Juste avant le dernier virage, il va en mettre une, mais alors vraiment juste devant la ligne pour passer devant, histoire de dire voilà, je suis là. Et il s'est relevé juste après. Bon bah voilà, il termine à 6 minutes du vainqueur Wout Poels. Pas d'écart. Aujourd'hui, on reste à 10 secondes d'écart au général entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Et course d'attente de la part du leader. Je vous avais dit quoi, les poteaux, hein? Je vous avais dit quoi? T'avais vu juste, Vincent. T'avais vu juste. Mais alors après, quel scénario on aurait... Franchement, tu imaginais un scénario pareil? Ils ont... Enfin, on va débriefer évidemment sur Sud Radio, mais alors c'est de là rabattre les cartes de toutes les tactiques et toutes les stratégies préétablies. Ils ne se séparent pas d'un seul mètre depuis maintenant le début de ce Tour de France. Ils sont probablement au même niveau, les deux coureurs. Ça va se jouer sur cette 3e semaine. Maintenant, on en est certain, parce qu'on peut pas imaginer que ce soit déjà joué ce Tour de France à 10 secondes seulement d'écart entre les deux. On rappelle en tout cas la victoire donc de Wout Poels aujourd'hui. Et un Français fait numéro 3. Exactement, la 3e place de Mathieu Burgodeau qui a fait une fin d'ascension très très belle. Ouais. Allez, on débriefe dans un instant sur Sud Radio. On fera aussi le listing des 20 premières places de cette 15e étape. On fera un point sur le classement général et puis on va se poser une question. Est-ce que Jonas Vingegaard est un coursier? Je dis ça rigolant, mais on va quand même se poser la question. À tout de suite. Bienvenue à Saint-Gervais-Mont-Blanc, lieu de l'arrivée de cette 15e étape du Tour de France. En ce 16 juillet, on est avec Quentin Cabanis, avec Rémi Dos Santos, Vincent Barthaud, Pascal Chanteur et vous au 0826 300 300. Wout Poels s'est imposé aujourd'hui. Rémi Dos Santos devant Wout van Aert et Mathieu Burgodeau. Vingegaard reste en jaune. Exactement, le succès donc de Wout Poels. Il a fini avec plus de 2 minutes d'avance sur Wout van Aert, 3 sur Mathieu Burgodeau. La suite du top 10, c'est que des échappés. Lawson Craddock, Mikel Landa, Thibaut Pinot, Guillaume Martin, Mathias Kielmose, Simon Guglielmi, Warren Barguil. Voilà, beaucoup de Français malheureusement pas sur la. Ça c'est pour le top 10. Ça c'est pour le top 10. On a Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard qui terminent respectivement 16e et 17e à 6,04. On a Adam Yates à 6,24, Carlos Rodriguez à 6,42 qui perd donc 18 secondes dans la course à la 3e place face aux Britanniques. Sepp Kuss à 7,05 qui arrive en même temps que Marc Soler à 7,15. On a David Gaudu qui reprend un petit peu de secondes à Pello Bilbao, ou Jay Hindley ou Félix Gall qui termine entre 10 et 1 minute derrière lui. 10 secondes et 1 minute évidemment. Wout Poels donc s'est imposé aujourd'hui. C'est une de ses plus grandes victoires de sa carrière. On disait qu'il avait remporté un Liège-Bastogne-Liège il y a quelques années en 2016, mais il n'avait jamais gagné sur le Tour de France. Est-ce qu'on peut dire que c'est sa plus grande? Une de ses plus grandes. C'est l'une de ses plus grandes. Une de ses plus grandes. Pascal Chanteur. Oui, c'est bien sûr, c'est l'une de ses plus grandes victoires. Gagner une étape du Tour de France, c'est important. Mais vous savez, une classique comme Liège-Bastogne-Liège, c'est... Ah, on a perdu Pascal Chanteur. Une classique comme Liège, c'est magnifique aussi parce qu'il faut pouvoir la gagner. Mais une étape du Tour aussi, c'est pareil. Donc c'est des victoires qui se valent. C'est un registre complètement différent, mais je pense qu'il va préférer cette victoire à celle de Liège-Bastogne-Liège parce que c'est un mec de Tour. Il a déjà fait 2 fois 6e à la Vuelta. En 2017-2020, on en a parlé tout à l'heure, mais gagner sur le Tour aujourd'hui, pour lui, c'est magnifique. On le savait qu'il avait des grandes qualités de grimpeur. Il a bien géré son effort. Donc aujourd'hui, chapeau à lui. Moi, si je peux me permettre, cette victoire à Liège-Bastogne-Liège, elle compte pas parce qu'il avait battu Rui Costa au sprint. Voilà. Ouais, mais il a gagné quand même. C'est lui le vainqueur, c'est lui qui est sur les tablettes. Oui, t'adores Rui Costa, bah ouais. Je suis obligé, tu sais. Ah oui, c'est contractuel. C'est Portugal, c'est comme ça. C'est Portugal. C'est le patriotisme. Voilà. C'est beau. Pour évidemment rester dans toute mesure avec Rémi Dos Santos. On peut le dire. On a une course quand même que je considère surprenante, mais je vais vous demander de choisir un mot pour qualifier la course de ces leaders de Tadej Pogačar et de Jonas Vingegaard aujourd'hui. Un mot comme ça que vous retenez sur cette bataille ou non bataille qu'on a eue aujourd'hui. Rémi Dos Santos. Incompréhensible. Pascal Chanteur.
Pascal Chanteur qui nous dira dans un instant. Vincent Barthaud. Observation. Donc pour Pascal Chanteur. Vincent Barthaud. Oh non, ouais, je sais pas, j'arrive pas à définir la question. Redis-moi si on est déçu ou quoi, c'est ça? Non, j'ai pas. Un mot pour décrire la course. Un mot pour décrire la bataille qu'il y a eu entre Pogacar et Vingegaard ou la non-bataille. Décevante encore, décevante. Et pour toi, Quentin Cavanis? Moi, je vais reprendre la phrase de Vincent. Pourquoi il attaque pas? Oui, voilà. Pourquoi décevante, Vincent Barthaud? Parce qu'un maillot jaune, dans cette situation-là, doit attaquer? Alors, il doit pas forcément attaquer, mais je sais, il doit se rendre compte que Pogacar, il est pas au top. La preuve, Pogacar, il est pas au top. À mon avis, il va avoir du mal à le gagner ce Tour de France quand même, parce que Vingegaard, il est en position d'attente. Je pense qu'il va lui mettre une bonne mine au contre-la-montre, même si Pogacar est très fort aussi. Mais j'ai l'impression que Vingegaard, il attend le contre-la-montre avec sérénité, et puis le col de la Lose où il va faire la différence. On n'a pas à faire, je pense, un grand Pogacar. Parce que l'autre jour, c'est des petites attaques. Au Puy-de-Dôme, c'est à 500 mètres. L'autre jour, c'est à 3 km, mais on n'y arrive pas. Et aujourd'hui, on recommence. On recommence même pas, on n'attaque même pas, on laisse partir son équipier. Et puis voilà, puis on fait que les trois derniers 100 mètres. Franchement, je l'avais dit, aujourd'hui, il se passera rien. Il s'est rien passé. Ça peut pas être. Je respecte tous les coureurs. Encore une fois, c'est un métier qui est dur. Mais vous êtes bien d'accord avec moi. Il n'y a pas eu d'explication. Il n'y a pas eu de bagarre. Ah bah non, on peut pas dire qu'il y ait une bagarre. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que tu as choisi le mot incompréhensible, toi, Rémi Dos Santos. Tu n'as pas saisi ce qui s'est passé aujourd'hui. On a une équipe UAE qui roule dans la dernière difficulté, enfin dans les deux dernières difficultés. Tadej Pogacar fait rouler Grossschartner, fait rouler Maïka, puis fait rouler Adam Yates. Tu te dis évidemment il va attaquer et en fait il bouge pas. Alors ok, peut-être qu'il n'en est pas capable, il n'y a pas de souci, les mecs sont humains, c'est très bien. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une tentative de la part de Vingegaard? Alors pareil, peut-être qu'il était à bloc, mais ils n'ont pas non plus donné l'impression d'être complètement à bloc quand ils ont tenté de s'attaquer dans le dernier kilomètre, même dans les 200 derniers mètres, que ça n'avait aucun sens. Donc c'est pour ça. Moi, je comprends pas la tactique des UAE, j'ai pas compris non plus la tactique enfin la non-tactique de Vingegaard, en tout cas la tactique très défensive du Danois. Est-ce que je peux émettre une hypothèse? Est-ce que la UAE n'a pas essayé de piéger Jonas Vingegaard en laissant partir Adam Yates pour que ce Adam Yates serve d'appui contre de Pogacar derrière? Vincent Barthaud. C'est possible, ça, c'est possible. Si jamais il avait contré Vingegaard, il se retrouve avec 3 équipiers pour l'emmener sur le final. Mais il l'a pas fait non plus, Pogacar. Il n'a pas. Il a pas attaqué non plus pour essayer de reprendre les deux de devant pour qu'il l'emmène. C'est lui qui a 10 secondes. Est-ce que c'est pas lui de jouer ses cartes? Ah bah si, bien sûr que si, mais bon après on peut sentir une certaine fatigue entre les deux, c'est aussi compréhensible, mais Pascal l'a dit tout à l'heure, il y a la journée de repos demain, donc voilà, mais non, c'est Pogacar, il n'est pas au top du top, quoi. Il n'a pas non plus fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui, encore une fois, quoi. Est-ce que les équipes, pour le coup, elles ont fait le travail, Rémi, pour toi? Si UAE voulait que Adam Yates regagne du temps pour la 3e place, ils ont bien fait le taf. Ça, c'est sûr. Après... elles ont quand même, ils ont bien fait le boulot, ils ont réussi à isoler Vingegaard, même dans le dernier kilomètre, ils étaient encore 3 contre 1 puisqu'ils ont repris Marc Soler, qui était complètement rôti, mais ils ont réussi à l'isoler, mais ils l'ont pas attaqué, donc c'est un coup d'épée dans l'eau à mon sens. En face, la Jumbo a roulé quasiment toute la journée pour finalement ne pas pouvoir peser sur le final, donc c'est pour ça que pour moi c'est incompréhensible, c'est des deux côtés, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait le travail à 100%. Ouais, ça a été assez étonnant ce qui s'est passé aujourd'hui. Si vous nous rejoignez sur Sud Radio, on vient de vivre l'arrivée de la 15e étape de ce Tour de France du côté de Saint-Gervais-Mont-Blanc, avec la victoire de Wout Poels, de Wout van Aert et Mathieu Burgodeau, le français de la Total Energy, qui a fait une magnifique montée. Thibaut Pinot est 6e, Guillaume Martin 7e, Simon Guglielmi 9e, Warren Barguil 10e, donc 5 Français dans le top 10, et la très belle place aussi de David Gaudu, qui est arrivé juste derrière Sepp Kuss, qui est pas si loin. devant Jay Hindley.
devant Félix Gall, devant Simon Yates, devant Pidcock. Et on a Guillaume Martin. Tu ces coureurs-là quand même. Et on a Guillaume Martin qui rentre dans le top 10 ce soir. Oui, ça c'est. On fera le point justement sur les classements, sur tous les classements distinctifs aujourd'hui. Pour revenir sur cette étape, Pascal Chanteur, tu as choisi le mot observation. Parce qu'aujourd'hui, c'était peut-être pas sur le papier une étape, on va dire, taillée pour qu'il y ait une grande explication. Il y a encore 3 grands temps forts peut-être, et on fera le détail complet de cette 3e semaine dans quelques instants, dans quelques minutes sur Sud Radio. Mais toi, tu notes le contre-la-montre qui pour toi va être très important dans 2 jours maintenant. Oui, bien sûr, le contre-la-montre est un effort solitaire, donc il va être primordial. Mais comme vous venez de le dire, à force d'attendre, ils seront à Paris. Et comme l'a dit Vincent, mais bon sang, attaque. Alors, on leur demande pas d'attaquer et on a énormément de respect parce qu'on a fait le même métier et on sait ce qu'ils peuvent ressentir, ce qu'ils peuvent vivre, la douleur. Mais on voit bien que lorsqu'ils attaquent, ils mettent tout le monde à la rue. Ils restent 2 seuls ensemble et les autres loin derrière. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils attaquent et tout d'un coup, ils se regardent, ils roulent à la vitesse de sénateur et les autres reviennent de derrière, ils les contrent, ils vont gagner les étapes et on se dit mais bon sang, mais là je voudrais discuter avec Bernard Hinault quand il voit ce genre d'image, mais il doit sauter dans son fauteuil. Eh ben écoute, on va appeler Bernard Hinault. On va voir s'il est d'accord pour intervenir. On va voir, on sait jamais. Tiens, on va passer un petit coup de fil à Bernard Hinault, on sait jamais si ça peut. Vous voulez son portable? On l'a, t'inquiète. 07 09 61 44. Non, c'est pas ça en plus. Vous inquiétez pas, Quentin Kameniss, là sur son téléphone, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, Pascal, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand ils attaquent, il n'y a personne qui peut rivaliser. Rappelez-vous, on est à 800 mètres de l'arrivée. Il y a Carlos Rodriguez qui mène ce petit groupe-là parce que il faut revenir sur Adam Yates et Tadej Pogačar attaque. Et vous vous rendez compte, ils étaient ensemble. 800 mètres plus loin, il y a 40 secondes d'écart entre Tadej Pogačar et Carlos Rodriguez. Rodriguez, il a explosé complet. C'est-à-dire qu'il est revenu pour les amener. Il a explosé en vol totalement. Il a pris 40 secondes sur 800 mètres. C'est colossal. Et ça montre à quel point les deux sont uniques, sont tellement au-dessus. C'est complètement fou. Rémi Dos Santos, si les deux sont aussi forts, et peut-être d'ailleurs très proche en termes de niveau de jeu, on sait que Tadej Pogačar est un attaquant, mais alors on classifie dans quoi Jonas Vingegaard? Alors ça c'est une très bonne question. C'est pour ça qu'il la pose. C'est pas un attaquant, je le mettrais un petit peu, je le mettrais plus dans la catégorie des Chris Froome, alors qui a un petit peu changé sur la fin de son règne, mais qui attaquait en gros quand son dernier équipier avait essoré absolument tout le monde et que en gros il attaquait quand tout le monde était cramé. Et qui faisait la différence comme ça. Jonas Vingegaard, je le trouve un petit peu dans le même style que ne l'était Froome sur ses premières victoires au Tour de France 2013, 2015, etc. Ça attaque quand sauf qu'il n'a pas la même équipe, moi je trouve, Jonas Vingegaard. Il n'a pas la même équipe. Il n'a pas la même équipe et puis il y a un mutant en face, donc forcément c'est évidemment plus la même chose. Sans faire injure à Nibali, Contador. Parce que tu retires un des deux, là le Tour il est ennuyeux. C'est terminé, c'est ça. La chance qu'on a, c'est qu'on a des tactiques incompréhensibles et ça c'est toujours très drôle. Mais surtout, on a deux grimpeurs, de formidables coureurs qui sont au même niveau. Et oui, heureusement, parce que sinon, ça aurait pu être très long. Il y a 2 ans, ça avait été très long. Pogačar a assommé la concurrence à la 9e étape et puis derrière, c'était fini. C'est vrai et c'est ce qu'on peut noter, en tout cas 2 coureurs très très proches. Dans un instant sur Sud Radio, on fera les classements pour chaque maillot distinctif, on refera un point sur le classement général, on vous parlera des Français puis on fera le conseil de classe avant de parler de la 3e semaine. À tout de suite. Sud Radio fait son tour de France et du côté de Saint-Gervais-Mont-Blanc après cette très belle étape des Alpes et cette victoire pour Wout Poels, le Néerlandais qui a battu Wout van Aert, le Belge, le Français Mathieu Burgodeau fait 3e, très très belle étape pour Mathieu Burgodeau au classement général. Pas de changement majeur
Rémi Dos Santos, même si ça s'est resserré pour la 3e place. Faisons le classement de l'étape, puis le classement du maillot jaune. Alors la victoire donc de Wout Poels, tu l'as dit, 2 minutes 08 devant Wout van Aert. 3 minutes, on retrouve Mathieu Burgodeau à 3,10, Lawson Craddock à 3,14, Mikel Landa, Thibaut Pinot, Guillaume Martin à 3,32, Mathias Kielmose à 3,43, Simon Guglielmi à 3,59, Warren Barguil à 80, ça c'est pour le top 10. Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sont arrivés en même temps à 6 minutes 04 et donc pas de changement au classement général pour les deux hommes. 10 secondes d'avance pour le Danois sur le Slovène. À 5,21 on retrouve Carlos Rodriguez. À 5,40 Adam Yates qui a passé Jay Hindley au classement général et qui s'empare de la 4e place. Jay Hindley désormais 5e à 6,38. Sepp Kuss est 6e à 9,16. Peyo Bilbao gagne une place, il est à 10,11. Il passe devant Simon Yates qui est 8e désormais et juste devant 2 Français, David Gaudu et Guillaume Martin, qui gagnent chacun une place et Guillaume Martin qui rentre dans ce top 10. Ils sont tous les deux à 14,07 et 14,18 de Jonas Vingegaard. Ils profitent bien des chutes de Félix Gall et de Tom Pidcock au classement, pas des chutes physiques, qui sortent de ce top 10. Thibaut Pinot regagne une place encore, il est 13e désormais à 20 minutes malgré tout. Oui, mais on a quand même 2 Français dans le top 10. Même on a 2 Français dans le top 10. On attendait plus de David Gaudu d'ailleurs. Tiens, est-ce que c'est pas la meilleure étape de David Gaudu depuis le début du Tour de France, Rémi Dos Santos? C'est indéniablement la meilleure étape de David Gaudu parce que c'est alors on va dire, on peut dire la moins pire. On peut dire la moins pire, mais c'est vrai que là où on l'a vu souvent en difficulté très tôt dans les il termine étapes devant Bilbao 7e, il termine devant Hindley 5e, il termine devant Simon Yates 8e. Et il a été en difficulté, puis après il est monté en puissance et c'est ce qui avait fait ce qui avait fait sa force l'année dernière, c'est-à-dire que alors il ne lâchait pas, mais il finissait mieux les étapes que ses adversaires et même que tous les adversaires, sauf Vingegaard, Pogacar évidemment. Et du coup c'est ça qui lui avait permis d'aller jusqu'à la 4e place. Là il est pas très bien et il n'arrivait pas justement à bien finir. Il est en difficulté depuis le bas jusqu'en haut d'école. Là aujourd'hui ça avait l'air d'aller. Alors il a évidemment finalement lâché, mais voilà, il a résisté par rapport à beaucoup d'autres leaders du top 10 et il a semblé un peu plus en forme. Alors peut-être qu'il monte aussi en puissance. Son stage avant le Dauphiné lui était resté sur les jambes justement pour le Dauphiné sur la première semaine. Peut-être que sur la 3e il sera un peu plus présent. Pour évidemment le classement général ça sert plus à rien, t'es à un quart d'heure, mais pourquoi pas aller gagner une étape. Quel qualificatif tu utilises toi Vincent Barthaud pour cette étape? Est-ce que c'est la moins bonne, la moins pire? Est-ce que c'est la meilleure? Est-ce que tu le sens capable d'être plus fort en 3e semaine, David Gaudu? Non, il est à la place qu'il est. Aujourd'hui il a été en difficulté aussi, c'est vrai qu'il s'est bien ressaisi. Ça aurait pu être un peu plus catastrophique. La place qu'il est, c'est à 11 secondes de Guillaume Martin, vraiment? Au classement général, ouais. Ouais, vraiment, oui, c'est ça son niveau aujourd'hui, David Gaudu? C'est très anecdotique. Oui, il est voilà. Je suis pas sûr qu'il rentre dans les 10 premiers. Mardi soir, il sera plus dans les 10 premiers du classement général avec le contre-la-montre. Donc, ce qui est moins sa spécialité, c'est sûr. C'est moins sa spécialité, donc voilà. Non, aujourd'hui, voilà, oui, mais c'est assez anecdotique. C'est parce que voilà, les années se suivent et se ressemblent pas. On n'a pas forcément les mêmes coureurs que l'an dernier quand il finit 4e pour le classement général, mais aujourd'hui, oui, il a sauvé un petit peu l'immeuble entre guillemets. Après, il reste encore le contre-la-montre de mardi, l'étape de Mercure qui est super dure. Donc j'espère que lundi, il aura eu le temps de bien récupérer pour aborder cette dernière semaine au mieux, pour espérer maintenant terminer dans les 10 premiers au moins. Est-ce que c'est mieux, selon toi, de terminer dans les 10 premiers ou d'aller chercher une étape? C'est mieux d'aller chercher une étape, il n'y a pas photo. On est d'accord. Souvenez-vous l'an dernier, celui qui finit 9e. Là tout de suite, dites-moi le nom. Personne ne se rappelle. Avec Quintana qui est déclassé, non, je sais pas. Non, je sais pas. Comme si ça se joue à ça, Rémi Dos Santos. C'est un très bon classement de finir dans les 10 premiers au Tour de France. C'est chapeau bas pour un manager, pour le grand public. Ou alors pour des gars comme nous, ou des consultants ou vous qui aimez le vélo, c'est très beau de finir dans les 10 premiers. Mais je pense, je certifie qu'il vaut mieux gagner une étape du Tour de France. C'était Adam Yates. Voilà, je viens d'aller vérifier. Oui. Et en 2016.
Ah ouais, mais aussi là. Non. 2016, Bardet fait 2. On se rappelle pas du 5e, du 6e, du 8e. On se rappelle pas, les téléspectateurs, se rappellent pas qui c'est qui finit 7, 8, 9, 10e. C'est dans le microscope du vélo qu'on se rappelle que tu as fait dans les 10 premiers, c'est magnifique. Mais c'est Dan Martin en 2016. Ça nous rajeunit pas. Et en 84, Pierre Roland 16e. En 95, j'en sais rien. Ouais. Vincent pour Barthaud. finir, blague à part, vaut mieux essayer d'aller gagner une étape. Ouais, est-ce qu'il aura par contre les capacités d'aller gagner une étape? Ça va être une grande question quand même de cette troisième semaine du Tour de France. D'ailleurs, on fera voilà. Impossible. Bon bah voilà. Eh ben bonne soirée David. Voilà. Non mais c'est pas de la critique, c'est être réaliste. Dans la dernière semaine, déjà il y a lundi, c'est la journée de repos, il pourra pas gagner. C'est vrai. Mardi, il y a le contre-la-montre. Mercredi, c'est très difficile. Il aura toujours meilleur que lui. Après, c'est 2 étapes qui vont aller au sprinter. Et le samedi, c'est une étape qui est dure. C'est pareil. Donc voilà, non, ça sera compliqué. Avec un quart d'heure de retard et ce qu'il va perdre sur le chrono, il pourra peut-être partir en échappée après. Ouais, mais un quart d'heure de retard, ouais, mais il y aura toujours quelqu'un de plus fort. Il y aura toujours quelqu'un de plus fort que lui dans l'échappée. Donc on n'est pas très sûr pour David Gaudu, et Pascal Chanteur voudrait réagir. Oui, écoutez, moi, il y a 2 adjectifs qui me viennent à l'esprit pour David. C'est sur cette étape et sur les étapes précédentes, c'est laborieuse et courageuse. Parce qu'on voit bien qu'il souffre, on voit bien qu'il n'est pas aérien, alors que en général, un gabarit comme le sien et avec les qualités de grimpeur qu'il peut avoir, en général, ils sont aériens. Ils se mettent en danseuse, on sent qu'ils caressent les pédales et puis ça grimpe tout seul. Et là, on voit bien que c'est pas le cas. On voit bien que c'est pas le cas. On voit bien qu'il se bat avec son vélo. On voit bien qu'il met du braquet. On voit bien qu'il a du mal à assimiler les pourcentages. Et donc, je pense qu'au niveau de sa préparation, le timing n'était peut-être pas spécialement le bon timing. Voilà. Ouais. Et puis après, Vas-y Pascal, excuse-moi. Non, je vais te laisser, t'arrêtes pas de me couper la parole, donc maintenant je vais arrêter. Non, mais en plus, vous savez, quand vous subissez comme ça, vous êtes parti pour faire un podium et que vous subissez, moralement, c'est pas facile. Et puis après, même si tu es à 15 minutes, 20 minutes, que tu pars dans une échappée, il n'y a pas que Gaudu qui est grimpeur sur le Tour, il y en a plein d'autres. Imaginez aujourd'hui, il retrouve un mec comme Wout Poels dans un final d'étape comme ça, et Wout Poels est meilleur que lui, il le bat, c'est pas Gaudu qui gagne. Pourtant, Wout Poels, il n'est pas classé au général. C'est dur. Alors maintenant qu'il m'a coupé la parole, sachez bien tous les auditeurs que c'est de l'humour, parce que Vincent c'est mon ami et que je ne me permettrai pas de fâcher avec lui. Hein. Mais maintenant, il va falloir t'arrêter quand même. Eh ben, tu sais quoi, il y a trop de gentillesse là. Allez. Vous savez pourquoi il dit ça? C'est parce que ce matin, on a fait un 10 bornes. On est parti en 10 bornes. On était en 38. En 10 km. On courait quand même pas trop mal. Hein. Et puis d'un coup, monsieur, il a vu qu'il m'avait pas lâché sur les 10 bornes. Alors il s'est dit, on va s'en faire 16. C'est solide, ouais, c'est solide. Ah. On va s'en faire 16. Et j'ai pas voulu faire parce que, bon, on avait dit 10-10. Par contre, lui, il a fait jusqu'à 21 parce que tellement vexé qu'il m'avait pas lâché au 10. Il a fait un 21 en 1,38. C'est quand même pas mal, hein, je tiens à le féliciter. Ah ouais, non. Déjà, si toi tu fais 10 km en 38 minutes, c'est grand. Ouais, on était en 38-41. Ah bah, c'était pas mal quand même. À vélo, on a beaucoup couru sur la route. Hein. À vélo peut-être. Allez, conseil de classe. Sud Radio fait son tour de France. Le conseil de classe. C'est le conseil de classe. Et oui. 3 catégories. Avertissement, compliment, félicitations. Nos spécialistes vont chacun choisir une équipe pour chaque catégorie. Ils ne se sont pas concertés. Ils vont être peut-être en désaccord ou pas. Et on est là aussi pour dire les choses. Pour parler vrai sur Sud Radio, avertissement, c'est tout de suite. Sud Radio fait son tour de France. C'est terrible! C'est terrible, c'est affreux. Quoi? Et il se moque de tout. Qui? L'amour s'amène et nous, pauvres pouilleux, il nous jette tous les deux. Oh. Avertissement à qui?
Rémi Dos Santos, Vincent Barthaud, Pascal Chanteur, Quentin Cabanis participent tous. Et on commence par Pascal Chanteur. Tiens, avertissement à quelle équipe aujourd'hui ? UAE. Ah oui. Pourquoi UAE ? Pourquoi UAE ? Pogačar est dans le rôle de l'outsider aujourd'hui. Il est derrière Vingegaard, il a du temps à reprendre. Il se doit de tenter des choses. Vingegaard, il peut très bien se contenter d'un rôle d'attentiste, alors parce qu'il a la tunique jaune sur le dos. Donc oui, avertissement à UAE parce que ces leaders font rouler les équipiers toute la journée. Et je peux vous dire que c'est pas des choses simples. Et au bout du compte, pour faire du surplace dans les derniers kilomètres, et à un moment donné, les gars, ils vont jeter le tablier au sol et ils vont dire, les gars, nous, on se fait la peau pendant 150 bornes, et puis vous jouez aux échecs dans les 2 derniers kilomètres. Donc stop. Question, Pascal, où sont les stratèges ? Ils sont où les stratèges chez les directeurs sportifs de Jumbo, de UAE, de tout ça ? En maison de retraite. Voilà, comme ça c'est clair. J'attendais une réponse aussi claire que ça, c'est magnifique. Merci Pascal. Vincent Barthaud, avertissement à qui ? La même chose, UAE et Emirates. Pareil pour les mêmes raisons. Ouais. Pour les mêmes raisons. Voilà. Ouais. C'est un coup d'épée dans l'eau. J'ai vu d'ailleurs passer une réaction d'un de nos auditeurs très drôle aujourd'hui qui nous dit vraiment Pogačar excellent lieutenant d'Adam Yates. J'ai trouvé ça très drôle. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Rémi Dos Santos, avertissement à qui ? UAE, tout pareil que Pascal. Pas grand chose à ajouter. Rien même. Quentin Cabanis, tu n'as pas le droit de dire UAE. Ah, t'es sûr ? Oui, certain, oui. Certain. Écoute, on va dire la Jumbo parce que encore une fois, Van Aert a roulé toute la journée, s'est épuisé pour pas gagner. C'est cohérent. Ouais, pourquoi pas ? C'est cohérent. Voilà. Et puis il y en a quand même trois dans l'équipe qui se sont retrouvés au sol. Alors c'est pas de leur faute, mais voilà. Ça peut coûter cher un peu plus tard parce qu'on sait pas forcément dans quel état est par exemple Van Hooijdonk. Et moi je vais en mettre. Alors je suis désolé, mais je vais choisir la Groupama FDJ. Eh oui, je vais mettre la Groupama FDJ parce que je n'ai quasiment jamais vu lors de ce Tour de France David Gaudu et Thibaut Pinot rouler ensemble. Et a priori, si les deux sont, si l'un est capable de prendre l'échappée aujourd'hui et l'autre d'avoir un peu des meilleures jambes aujourd'hui, peut-être que un jour, si David Gaudu il a quelqu'un avec lui dans les moments difficiles, ça pourrait l'aider. Mais alors vraiment, je ne comprends pas. Alors vraiment, c'est une stratégie à 2 leaders ou pas. Je ne comprends pas ce qui se passe dans cette Groupama FDJ. Déjà l'année dernière, je trouve que la gestion était particulière. J'ai pas vu, et je n'attaque pas Thibaut Pinot, hein, c'est pas son travail. Mais je n'ai pas vu beaucoup Thibaut Pinot mettre des coups de pédale pour David Gaudu. Cette année, encore moins. Et c'est au patron d'équipe. Et Madouas, le pauvre, il fait ce qu'il peut, mais il est battu quoi en montagne. Enfin voilà, il est battu. Et je pense qu'un directeur d'équipe doit dire, écoute, maintenant il faut travailler pour Gaudu. Enfin à moins qu'on ne croit plus du tout à David Gaudu. Et puis voilà, c'est ça l'histoire, Rémi Dos Santos. Mais je comprends pas ce qui se passe dans cette équipe. Moi, je pense que c'est très clair, c'est que David Gaudu ne peut plus jouer le podium, même plus le top 5. Mais il a jamais été aidé. T'as quand même eu Pinot et d'ailleurs Madouas qui ne sont jamais sortis pendant les 2 premières semaines ou en tout cas les 10 premières étapes. T'as jamais eu de Groupama FDJ aux avant-postes parce que justement on restait auprès de David Gaudu. Alors pour pas trop l'aider en effet, mais ça restait autour. Là maintenant c'est et depuis c'est maintenant maintenant par contre ça va dans tous les sens et je le comprends parce que là le tour il est raté. Si Gaudu fait 9 ou 10 mais qu'il n'y a pas de victoire d'étape, le tour il est raté. Donc il vaut mieux avoir une victoire qui plus est si c'est Thibaut Pinot. Jouer les victoires d'étape c'est un aveu de faiblesse. C'est ce qu'il avait dit Marc Madio. Il a dit perdre du temps pour jouer les victoires d'étape, c'est un aveu de faiblesse. Oui, non, mais maintenant il faut être réaliste, même du côté de Marc Madio, le manager de la FDJ, Groupama, il est réaliste que le podium, ça y est, il faut oublier. Donc, il y a 9 minutes. Ouais, ce qu'il a, et puis avec le contre-la-montre, il y en aura encore un peu plus. Et ce qu'il a dit, c'est un truc de faiblesse. Là, il est bien obligé de changer ses plans. Donc maintenant, carte blanche pour Pinot. Gaudu fait ce qu'il peut, ce qu'il veut, et Pinot aussi. Et voilà, en essayant d'aller chercher une victoire d'étape. Il y a plus que ça à espérer pour un peu réaliser un pas mauvais Tour de France, en fait. Puis, comme on disait, il y en a plus beaucoup des chances.
Non. Ah bah non, bah ça c'est non. sûr, non, il n'y en a plus beaucoup, non. Mais justement, est-ce qu'on peut pas aller un petit peu au-delà, Vincent? Est-ce que le problème de cette groupe AMFDJ, c'est pas sa composition? Mais d'équipe, la composition de l'équipe. Bah oui. Oui, c'est ça. Oui, bah il y a eu un choix de fait. Il y a eu un choix de pas faire de choix. Comment tu dis? Bah, il y a le choix de ne pas faire de choix. C'est-à-dire que déjà on s'est passé d'un sprinter, ok, pas de problème. Oui. Mais dans ce cas-là, c'est pour mettre tout sur le Godu. Enfin, pour mettre tout. Oui, mais c'est vraiment ce qui était prévu. Voilà, c'est parce que on a pensé que Pinot avait fait une bonne fin de Giro, que peut-être il pouvait être vraiment bien. Il avait aussi envie de faire le tour. On a évincé Desmar. Moi, en ce qui me concerne, j'aurais gardé Desmar parce qu'il avait quand même une grande chance de gagner une étape, même si c'était pas forcément évident, mais tu vois que Caleb Ewan il est plus là, tu vois que Jacobsen n'est plus là, enfin tu vois il y a peut-être effectivement. Oui, mais après il aurait fallu un facteur de chance énorme pour que Desmar gagne, c'était pas forcément évident, mais il y avait à mon avis plus de chances que Desmar gagne une étape sur le Tour pour la FDJ que les chances de Godu montent sur le podium. Donc j'aurais pris Desmar. Le problème de Desmar, c'est qu'il doit avoir un train. Il a besoin d'un train. Et face à Philipsen et le train Alpecin, je ne sais pas s'il aurait. Tu dis quoi, Pascal? Il y a quelque chose à ajouter. C'est que quand même que Arnaud Desmar, aujourd'hui, il est en partance. Et à partir du moment où il est en partance, les points UCI iront directement chez l'équipe à laquelle il aura signé l'année prochaine. Donc il n'a aucune envie. Il n'a aucune envie de donner des points à Arnaud Desmar pour qu'il les donne à une autre équipe. Donc il préfère avoir une équipe autour de Godu avec des coureurs qui sont encore sous contrat, qui sont capables d'aller marquer des points UCI pour pouvoir comptabiliser à la fin de l'année au niveau des points de la moyenne de l'équipe. Voilà. Ouais. Après Desmar, c'est pas le seul coureur qui. On est sûr que Desmar va partir. Il aurait d'ailleurs signé avec Arkea, mais c'est pas forcément le seul coureur non plus qui va partir. On se pose aussi la question sur Madouas. Et Madouas a aussi des points UCI. Ouais, enfin voilà, mais à la base, on a voulu faire un tour pour Godu et ça n'a pas marché. Bon bah voilà. Moi je suis désolé, c'est un tour pour Godu, mais c'est aussi une dernière danse pour Thibaut Pinot qui part en parade. T'as un peu tout à la fois, ouais. Mais je pense que en fait c'est trop. Ils se sont éparpillés complets là pour moi la groupe AMFDJ. Et peut-être que Thibaut Pinot va aller chercher l'étape au Marstein. Et pourquoi pas? C'est dans ses cordes, c'est dans des routes qu'il apprécie. Mais aujourd'hui, il est trop. Non, c'est pareil. Il y aura toujours quelqu'un plus fort que lui. Il est trop fatigué avec le Giro. Il sort du Giro. Vous savez quand vous avez fait le Giro, à moins de s'appeler Sepp Kuss, il l'a aussi fait. Vous avez vu, il est quand même présent, mais à mon avis, le petit Pinot, il aura du mal aussi à gagner une étape. Allez, on passe au compliment. Sud Radio fait son tour de France. Tu veux savoir qui est le meilleur ici? C'est lui. Toujours de glace, du sang-froid et jamais d'erreur. On le couvre d'or. Ouais, c'est ça qu'on avait prévu à la base. Comme un couvre d'or. Qu'on le couvre d'or. Alors là, on n'est pas sur des félicitations, on est sur des compliments. C'est-à-dire que c'est un bon point, mais c'est pas la meilleure équipe de cette journée. Qui a les compliments de Vincent Barthaud aujourd'hui? La Total Énergie. Pour le petit Burgodeau, je trouve qu'il a fait un beau final, tout ça, magnifique. Depuis quelques jours, il est surprenant ce gamin, donc compliment à eux. Compliment à la Total Énergie. Rémi Dos Santos. La Lidl Trek. Ah, pour avoir placé deux hommes dans le top 10? Deux hommes dans l'échappée, mais surtout t'as Ciccone qui prend le maillot à poids. Oh. Alors il est égalité avec Nelson Paoles, mais il prend le maillot à poids ce soir, donc c'est une bonne journée je pense pour eux. Oui, effectivement, 58 points pour les deux. Un petit mot, tiens, Pascal Chanteur, compliment à qui? Total Direct Énergie, les mêmes raisons que Vincent. Burgodeau, je trouve qu'il marche très très bien. J'ai discuté avec des membres de son staff qui me disent qu'ils se sentent très bien, ils récupèrent bien et tout, et il manque pas grand chose pour avoir la victoire au bout, donc félicitations à eux. Enfin, compliment.
Compliment. Quentin Cabanis. Moi je suis Rémi sur la Lidl Trek et notamment Ciccone qui récupère le maillot à poids. Voilà, et quand j'ai dit Ciccone, c'était pour le maillot à poids tout à l'heure, c'était pas pour la victoire. C'est mon oreillette, elle a un petit peu. Depuis le début, t'as le maillot à poids parce que t'avais Paoles, maillot à poids pendant longtemps, la Ciccone, maillot à poids. On n'est pas assez revenu sur mon oreillette quand même. Non mais du jour. C'est bon. Ça va. Félicitations. C'était quoi ton oreillette du jour? On va passer aux félicitations, je pense. Wood Pulse. Allez, félicitations. Sud Radio fait son tour de France. Comment est-il? Un champion du monde. Je faisais un beau rêve. Un très beau rêve. On va au bout de ses rêves. Là où la raison s'achève, tout au bout de ses rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves. Félicitations à qui aujourd'hui, Rémi Dos Santos? À Bahreïn Victorious. Bahreïn Victorious, Vincent Barthaud. Intermarché Circus Quanti Coupe Gobert. Il l'a bien dit, en entier. Ouais. Non, mais pour Adrien Petit, il a reçu le prix de la combativité parce qu'il se bat depuis 2 jours avec sa jambe et c'est magnifique ce qu'il fait. Et je pense que c'était important de le souligner. Et puis pour Rui Costa un petit peu aussi. Pour l'attaque de Rui Costa aussi. C'est vrai, pour l'attaque de Rui Costa. Après aujourd'hui, on a 5 Français dans les 10 premiers, on aurait pu les féliciter aussi. Mais mon choix est sur Adrien Petit. Pascal Chanteur. C'est pour ça que je l'aime, Vincent. Et moi je vais donc je vais mettre moi Bahreïn parce qu'ils se battent sur ce Tour de France. Ils ont vécu des moments extrêmement difficiles et de les voir gagner comme ça, eh bien c'est vraiment une marque de grand bonhomme de pouvoir surmonter des épreuves comme ils ont pu surmonter suite à la mort de Madère. Voilà. Et oui. Et puis Quentin Cabanis rapidement. Moi, Rémi Dos Santos, évidemment, premier vainqueur de l'Oreillette. Merci, voilà. Merci Quentin. Et moi j'en mets une pour Cofidis qui place encore quelqu'un dans le top 10 aujourd'hui avec Guillaume Martin. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. La 3e semaine du Tour de France commencera mardi. Demain, c'est journée de repos avec des étapes qui seront passionnantes. Mardi, avec le contre-la-montre de 22 km, un contre-la-montre assez montagneux. Mercredi, l'étape peut-être reine de ce Tour de France entre Saint-Gervais-Mont-Blanc et Courchevel et ce fameux col de la Lose. Le jeudi, on aura une étape plate jusqu'à Bourg-en-Bresse. Vendredi aussi jusqu'à Poligny. Puis, avant le Tour de France dimanche, on aura une étape samedi du côté des Vosges avec le Markstein et 6 côtes répertoriées. Demain, Tadej Pogačar va travailler le contre-la-montre. Vingegaard va rester en famille. Question simple et tour de table très rapide. Quelle est l'étape qui va faire basculer ce Tour de France? Rémi Dos Santos. L'étape de Courchevel. Col de la Lose. L'étape de Courchevel donc de mercredi. Exactement. Vincent Barthaud, très rapidement. La même chose. La même chose pour Vincent Barthaud et pour Pascal Chanteur. Est-ce que c'est l'étape de Courchevel ou est-ce que c'est le contre-la-montre? Le contre-la-montre. Le contre-la-montre. Le contre-la-montre qui aura entre Passy et Combloux. Oui, l'étape qui va faire basculer ce Tour de France. C'était ça le contre-la-montre. Le contre-la-montre. On ne parle pas de l'étape la plus difficile, hein, bien sûr, Vincent. Est-ce que tu gardes ton choix? Le contre-la-montre pour Pascal. Est-ce que toi tu gardes ton choix? Je garde Courchevel, moi. Le col de la Lose considéré comme une des montées les plus difficiles du monde pour Tadej Pogačar. 28 km à 6%. Oui, tu peux. Non, tu peux plus changer, non. Pascal, rapidement, tu peux changer si tu veux. La journée de repos. La journée de repos. Oui, l'un va travailler, l'autre va rester en famille. Quelle idée sera la meilleure? On le saura évidemment dès mardi sur Sud Radio. On suit le Tour de France toute la semaine et puis on sera ensemble pour les émissions complètes le week-end prochain avec donc l'étape au Markstein et puis l'arrivée sur les Champs-Élysées. Belle soirée à tous.